D'accord. Ce que je dis, c'est qu'avant même que les Arabes pénètrent l'Afrique, il y avait déjà des échanges entre les Arabes, les Grecs, l'Empire byzantin, d'accord, ainsi que les Européens de l'Est, ok. Et il y avait ce qu'on appelle la traite des blanches. Les Arabes allaient faire des razzias. D'accord. Ils allaient faire des razzias, ils capturaient les femmes blanches. Ou alors, soit ils les capturaient, soit ils les rachetaient aux Byzantins, qui eux-mêmes capturaient leurs propres femmes pour les vendre aux Arabes. D'accord. Ils ne capturaient pas que des femmes blanches, ils capturaient aussi des hommes. D'accord. Et ce sont ces hommes-là, ils les envoyaient soit sur la péninsule arabique, soit dans l'Empire perse. Ces hommes-là, on les castrait. D'accord. On parle de la traite des blancs et des blanches. Ok. On les castrait. Et les femmes blanches slèves. Attends, je donne une précision pour que ça soit interactif. Tu sais qu'on envoyait aussi des esclaves, ces esclaves, la syrienne, libyenne et autres, à des pharaons quand même. Oui, mais ça c'était dans le cadre. Attends, on parle d'abord de la traite des blanches. On parle d'abord de la traite des blanches. Je disais quoi? Donc, les femmes, la traite des blanches, avant même que les Arabes ne pénètrent l'Afrique. Les Arabes excisaient les femmes blanches. D'accord? Ils excisaient les femmes blanches. Donc, l'excision, tu peux aller faire des recherches si tu veux. L'excision n'allait pas de pair, l'excision allait de pair avec la castration. L'excision allait de pair avec la castration. C'était une pratique qui était... ou une référence, un auteur ou un livre. C'était une pratique qui était pratiquée dans toute l'Europe et dans toute la péninsule arabique. Tous les peuples nomades pratiquaient l'excision et la castration des esclaves. Maintenant, quand les Arabes ont pénétré l'Afrique, c'est là qu'ils ont reproduit exactement la même chose sur les femmes noires en pratiquant l'excision. D'accord? Parce que quand on voit géographiquement, d'accord? Géographiquement, la circoncision, c'est une pratique qui existe depuis plus de 5000 ans en Afrique. Ok? Et la circoncision est pratiquée dans toute l'Afrique noire. Il n'y a pas un seul peuple quasiment en Afrique noire qui va te dire qu'il ne pratique pas la circoncision en Afrique. Ok? D'accord? Mais par contre, quand tu regardes l'excision, il s'avère que cette pratique est principalement à plus de 99% concentrée dans les régions qui ont été pénétrées par l'islam. Les régions maintenant en Afrique centrale, qui ont été pénétrées par le christianisme, au début, on a voulu imposer l'excision en Afrique centrale, mais c'est une pratique qui a été très vite interdite. C'est-à-dire que ce sont ces peuples-là, pas que les Arabes, les Grecs, les Romains, les Juifs, ce sont ces peuples-là, d'accord, qui sont venus avec ces pratiques-là. Donc en Afrique centrale, ils ont voulu imposer l'excision, mais c'est une pratique qui a été très vite réprimée, très vite interdite. C'est pour ça que quand tu vas aller dans toute l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique du Sud, tu ne trouveras quasiment aucune trace d'excision. Alors que, parallèlement, tu trouveras comment tu expliques que tous les peuples noirs pratiquent la circoncision, mais quand il s'agit de l'excision, tu ne trouves ça que dans une zone géographique, d'accord, qui a été pénétrée par l'islam. De plus, quand on regarde en fait l'histoire de l'Égypte ancienne et qu'on regarde en fait tous les papyrus de gynécologie ou tous les papyrus médicaux, vous allez trouver en long et en large l'explication de la circoncision. Vous allez trouver des centaines de papyrus médicaux ou gynécologiques qui vont parler de la circoncision, mais par contre, il n'y a aucune mention de l'excision dans les papyrus de gynécologie avant l'arrivée des Grecs. C'est-à-dire quand l'Égypte ancienne, donc Tamérie,
ou Kama a été conquise par les Grecs. Et c'est là que, à partir de là, les papyrus qui datent de l'arrivée des Grecs, on va dire 5e, 4e siècle avant JC, d'accord? C'est là que, dans les papyrus de gynécologie, tu commences à avoir la mention de l'excision. Parce que c'est bien avant la religion, ça, non? Mais pourquoi est-ce que tu ne retrouves pas ça dans les papyrus de gynécologie avant l'arrivée des Grecs? C'est ça la question. Non, je n'ai pas dit le contraire, hein. Mais je dis que c'est bien avant les religions. Mais il faut le prouver. Ça, tu viens de le dire toi-même. Il faut le prouver. Oui, mais ils sont venus avec leurs mœurs. Ils sont venus avec leurs mœurs. Mais ces religions-là, ok, le christianisme n'existait pas encore à l'époque des Grecs. Mais le christianisme n'est que la codification. Ce n'est que la codification religieuse de la culture gréco-romaine. Tout comme l'islam, ce n'est que la codification religieuse de la culture arabe. Donc les mœurs que les Arabes avaient avant, que ce soit l'excision, que ce soit l'esclavage, ils ont simplement retransmis ça dans leur propre religion, dans leur texte religieux, ils ont codifié. D'accord ? Donc je disais que quand vous faites des recherches archéologiques... Attention, excuse-moi. Tu sais que dans les textes religieux, après peut-être dans leur pratique, dans les textes religieux, par exemple en islam, moi j'ai pas vu l'excision. Hein. Je regarde le Coran, on ne parle pas d'excision dedans. Hein. Mais je dis que c'est la... On ne parle pas d'excision, mais dans les hadiths, tu peux aller voir dans les hadiths, on parle d'excision. Donc, je disais que quand tu fais des recherches sur l'Égypte, sur l'Égypte, d'accord, sachant que les Égyptiens anciens, gardaient tout, documentaient tout. Ils documentaient absolument tout. Et au niveau des corps, les corps étaient, restés intacts par la momification. Les corps étaient intacts. Les pharaons et tous les membres de la haute société devaient passer par des hautes initiations. Donc, ils subissaient toutes les pratiques. Tous les pharaons qu'on a retrouvés, toutes les momies de pharaons qu'on a retrouvées, on a retrouvé des traces de circoncision dans absolument toutes les momies de pharaons. D'accord ? Masculins, ok ? Mais quand il s'agit, en fait, des momies féminines de la haute société, sachant que tous les membres de la haute société ont tous subi des pratiques rituelles, d'accord ? d'initiation, on ne retrouve aucune momie de la haute société, aucune momie féminine de la haute société ayant subi une excision avant l'arrivée des Ptolémées, c'est-à-dire des Grecs. Ok ? Et sur les fresques, sur les murs des pharaons, vous allez voir en fait sur les murs des pharaons toute la vie quotidienne des Égyptiens de basse classe ou des Égyptiens de haute classe était décrite sur tous les murs de pharaons, des pyramides ou dans les sarcophages. Vous allez voir beaucoup de fresques de circoncision. Mais tu ne trouves aucune fresque qui représente l'excision. Tu ne retrouves aucune de ces fresques-là. Ni dans les papyrus médicaux, ni sur les murs des pyramides, ni sur les momies. C'est tout ça à partir de l'arrivée des Grecs. Oui, mais ça, c'est ce que je dis. En fait, ça, c'est un peu pour réagir aussi un peu, pour que ça soit pas trop long. Oui, vas-y. Ça, c'est effectivement, ça, c'est bien avant l'arrivée et l'avènement des différentes religions. Et si on suit cette logique-là, on peut se dire que si les religions ont plagié ceux qui avaient en Égypte antique, parce que ça aussi, la plupart du temps, les gens sont d'accord, ça veut dire que ces pratiques-là ont peut-être été intégrées. Mais le problème, c'est que même dans ces religions, quand je regarde de plus près, après, peut-être pour le christianisme, il faudra que je vois, j'ai pas vu qu'on dit qu'il faut faire l'excision. Moi, j'ai pas vu. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Ils ont plagié la spiritualité ancienne égyptienne, mais ils n'ont pas tout plagié. Hein. C'est pas tout qui a été plagié. Tu ne retrouveras dans aucun papyrus la femme qui est tirée de la côte de l'homme. Tu ne retrouveras ça dans aucun papyrus égyptien. Donc, tout n'a pas été plagié. Hein. Il y a des choses. Il y a des choses. Ils ont pris des pans entiers des éléments. Ils ont repris des pans entiers des éléments de la spiritualité égyptienne, mais ils ont rajouté de leurs propres mœurs, ils ont enlevé des choses et ils ont modifié des choses. Ce qui fait que ça n'a plus rien à voir avec la spiritualité égyptienne ancienne. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la vision égyptienne ancienne. Autant ils ont repris la circoncision à leur compte,
et particulièrement le judaïsme, autant ils ont repris la circoncision à leur compte, autant l'excision n'existait pas dans Tamérie, c'est-à-dire quand ce sont les pharaons noirs, les pharaons noirs, c'est-à-dire que quand c'était les Noirs qui étaient au contrôle de l'Égypte. Il n'y avait pas de trace d'excision. Ce sont des choses qui ont été rajoutées après, quand ces peuples-là ont pris le contrôle de Tamérie et qu'ils ont appelé Tamérie l'Égypte. Parce que ça ne s'appelait pas Égypte quand c'était les Noirs qui étaient au contrôle. Voilà, c'est des mœurs qui ont été introduites par les peuples sémites, les peuples nomades. En fait, Voilà. j'ai retrouvé l'étude. Comment tu expliques une partie Oui, vas-y. Allô? Oui. J'ai retrouvé l'étude, je pourrais la partager avec vous par rapport à l'excision. Notamment, il commence par le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Congo, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo. Là, effectivement, par exemple, on n'entend pas le Gabon, mais le Gabon, je te rassure... Non, mais même si on n'entend pas le Gabon... Mais écoute-moi aussi un peu. Moi, je sais pas si... une fois, Fambla avait fait un live dessus, elle avait même des bouquins, là, et on t'expliquait que, en fait, il y a même des femmes où on tirait le clitoris pour leur donner une autre vocation. On sait qu'il y a aussi des zones où c'est un rite initiatique pour passer de l'âge enfant soi-disant à l'âge adulte. Et je ne sais plus si c'est Koubinia ou Kounania ou je sais plus c'était quoi le terme. Mais et ça c'était un peuple qui était originaire du Gabon. Hein. Maintenant, après, c'est vrai que dans la pratique, c'est des choses, il faut faire très attention, je pense, hein, parce que quand on dit juste c'est la religion qui a amené, peut-être. Mais c'est une solution pour moi, encore une fois, de facilité, en fait. Il faut voir véritablement dans ces pays, pays par pays, dans quel pays on le pratique, et quelle est la raison pour laquelle on le pratique. Parce que quand on fait ça dans les villages, généralement c'est dans les villages, hein, et c'est les grands-mères qui le font, généralement elles disent qu'elles le font dans les traditions. Hein. J'ai une notion, pour le relativiste. Alors, quand vous dites que vous avez justement un livre qui parle de cette réalité-là dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun et autres, quelle est l'explication qui est donnée sur l'origine dans ce livre-là de cette pratique? C'est une étude, je peux vous la partager même. Ils expliquent que, regarde, par exemple, pour le Bénin, ils te disent les mutilations génitales féminines se pratiquent principalement dans le nord du pays et aucune loi ne l'interdit spécifiquement. Le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants en Afrique, CIAF, fait campagne depuis 1982 contre les MGF, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé, de la documentation à caractère informatif et distribuée dans les dispensaires publics. Ça, c'est par exemple pour le cas du Bénin. Maintenant, pour chaque cas, il te donne plus ou moins quelques lignes, mais tu te rends compte que on te parle plus de tradition, mais je pourrais vous partager l'étude, hein, vous regarderez. Maintenant, simplement, ce que je dis, c'est que dans la pratique elle-même, de ce que moi je vois et de ce que j'entends, lorsque on le pratique encore dans des villages, hein, même si l'État lutte contre cela, généralement les gens qui le font, comme je dis, c'est souvent des grands-mères, et elles le font au nom de la tradition. Hein. Bon, maintenant, je vais aller un peu plus loin en précisant que le nord du Bénin, je ne suis pas béninois, je parle donc sous le contrôle des Béninois, mais quand vous avez mentionné le nord du Bénin, j'ai fait une recherche rapide sur Google et voici ce que ça dit. Vous avez été coupé là. Allô? Ah oui, on vous entend, ouais. Oui, d'accord. Donc, je disais, vous avez mentionné le nord du Bénin. Et quand je vais regarder justement sur Google sur le nord du Bénin, on dit les musulmans se concentrent dans le nord du Bénin. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas faire une décorrélation entre le nord du Bénin, là où l'excision se pratique, et le fait que la religion musulmane s'y retrouve. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez mentionné le Cameroun.
Oui. Permettez que vous avez mentionné le Cameroun. Et je suis heureux que vous ayez mentionné le Cameroun, parce que moi, je suis originaire de cet enclos-là, colonial. Et donc, je connais très bien la réalité de l'excision dans cette partie de notre continent. Et encore une fois, on retrouve que dans le nord du Cameroun, à 90% ou 95% même, là, ils n'ont pas parlé du nord. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Mais là, ils n'ont pas parlé du nord du Cameroun. Hein. On a dit que ça se retrouve au Cameroun. C'est moi qui vous parle du Cameroun. J'ai dit que j'étais camerounais. Je n'ai pas besoin d'un livre pour parler de la réalité que je connais. Oui, là, on ne parle pas du nord du Cameroun. Mais je dis, moi, je vous parle du nord du Cameroun parce que je suis camerounais. Donc, je sais ce qui se pratique au Cameroun. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Non, je suis né au Cameroun, j'y ai grandi. Ok, vas-y. Tu comprends pas ce que je veux dire, peut-être, mais vas-y. Non, j'ai pas compris ce que vous voulez dire, mais je vous explique pourquoi je suis tout à fait en mesure de n'avoir pas besoin d'un livre pour se dire que l'excision se pratique au nord du Cameroun. Je le dis parce que je le sais. Je dis que là, on ne parle pas du nord du Cameroun. Quand on parle du Cameroun. Mais quand on parle du Cameroun, on ne parle pas du nord du Cameroun. Il a parlé de quelle région au Cameroun où l'excision se pratique? Voilà, justement, moi je pense que c'est peut-être ça qu'il fallait poser comme question. Mais je vous pose donc la question, donnez-nous la région. Fini. Non, mais donnez-nous la région, vu que peut-être je me trompe. Donnez-nous la région du Cameroun où ça se pratique, s'il vous plaît, dans le livre. Attendez, je vais vous dire ça. Le Cameroun, qu'est-ce qu'on dit? Cameroun. Clitoridectomie et excision. Les MGF sont pratiqués dans certaines parties de l'extrême sud et de l'extrême nord du pays. Donc l'extrême sud, je suppose, c'est les musulmans aussi, peut-être, non? L'extrême sud, non, ce ne sont pas les musulmans, mais je veux bien qu'on nous donne la précision de l'endroit où ça se pratique. Moi, je n'en connais pas. Par contre, pour le nord du Cameroun, je le sais très bien, ça s'y pratique. Le nord du Cameroun et l'extrême nord du Cameroun, en tout cas, sont des régions du Cameroun qui sont 95% constituées de musulmans. Et quand on regarde chez ceux de ces régions-là qui sont d'autres religions, ils ne pratiquent pas l'excision. Ils ne pratiquent pas non plus le mariage des enfants. C'est-à-dire qu'on ne marie pas une petite fille de 9 ans à un papa qui a 40 ans, 45 ans, quand ce n'est pas des endroits où effectivement il y a la religion musulmane qui également est accolée à la réalité et à la culture locale. Je ne vais pas prétendre que je connais à la perfection toute l'Afrique et que je peux dire avec certitude que l'excision n'est pas venue d'un fait culturel quelque part en Afrique. Mais pour cela, il faudrait qu'on ait des preuves. Pour le moment, ce qu'on peut constater d'après les livres, et on a étudié certains ici, ce qu'on peut constater d'après les livres, et ce qu'on peut constater d'après la réalité actuelle, c'est que très souvent, l'excision va être pratiquée actuellement encore en Afrique, dans des régions où la pratique de la religion musulmane, donc de l'islam, est une réalité, et très peu ailleurs. Donc c'est pratiquement impossible de sortir de ce, pratiquement, je ne dis pas totalement, mais pratiquement impossible de sortir de ce paradigme-là. Attends, je te donne l'explication de la Côte d'Ivoire. Regarde, la Côte d'Ivoire, c'est juste après. On te dit les MGF sont profondément ancrés, écoute bien, hein, oui, dans le rite d'initiation animiste. Là, par contre, c'est dit de manière assez claire, la Côte d'Ivoire. Et par exemple, le rite qui est décrit, qu'on essaie un peu de voir, le rite d'initiation animiste en question. J'arrive, par exemple, au Cameroun, on parlait de 20%. La Côte d'Ivoire, on parle de 60%. Et on dit qu'ils sont profondément ancrés dans les rites initiatiques animistes. Elles sont également pratiquées chez les femmes et aussi chez les femmes musulmanes et très répandues au sein des populations rurales, que ce soit au nord-est, à l'ouest du pays. Et une loi interdisant les MGF est en cours d'élaboration parmi les organisations non gouvernementales qui luttent contre les MGF. Figure le Mouvement international des femmes démocrates, le CIAF, l'Association ivoirienne pour la défense des droits des femmes et l'Association pour la maternité sans risque. Ces organisations reçoivent un certain soutien du gouvernement, etc. Ok. Les rites d'initiation animiste, il peut nous parler des peuples animistes qui pratiquent ça? Parce que quand tu vas faire la recherche, comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est scindé, qui est quand même fortement touché par la religion musulmane, tu verras que ces soi-disant animistes-là, ce sont des musulmans en fait.
c'est les peuples qui ont été touchés par l'islam. Les peuples qui ont été christianisés, tu verras que la pratique de... mon mari, il est Yacouba, on ne parle pas de... Là-bas, c'est des chrétiens. Hein. La partie chrétienne de la Côte d'Ivoire, tu ne verras quasiment pas cette pratique. C'est dans la partie islamique, d'accord, et nous savons tous que la plupart des traditions, et notamment en Afrique de l'Ouest, ont été largement impactées par la religion. Il y a eu énormément d'infiltration, d'apports de la religion dans ces pratiques-là. Donc c'est plus, si on parle d'animisme de tradition, ça n'a plus rien à voir avec la tradition d'avant l'arrivée des religions. Mais quand tu fais une étude, poussée en fait de cet article sur la Côte d'Ivoire, tu remarqueras que la partie de la Côte d'Ivoire qui a été christianisée, c'est pas qu'il n'y a pas d'excision, mais en proportion, il n'y a quasiment pas de pratique d'excision là-bas par rapport à la population qui est touchée par l'islam. Pour compléter Kémit d'abord, et moi je vais devoir vous laisser. Il faut noter que on parle ici de faits historiques ou bien de faits de société qui s'analysent dans le passé récent de l'Afrique. Et c'est un passé qui est largement impacté justement par les dominations et par l'imposition naturellement de pratiques culturelles, de pratiques religieuses qui sont externes à l'Afrique. Les musulmans qui sont au Cameroun aujourd'hui, c'est naturellement avec l'arrivée des Arabes que les migrations, les guerres saintes et tout. Les Bamoun. Pas seulement les Bamoun, les peuples du Nord. Les peuples du Nord au Cameroun également, c'est la même réalité. Les Bamoun, c'est pareil. Et donc, naturellement, on se rend bien compte que tout ce qu'on peut essayer d'analyser comme fait de civilisation dans les années qui suivent le contact avec les Arabes et ensuite avec les chrétiens ne peut pas être totalement déconnecté, même dans l'arrière-pays, de l'impact que ces religions-là ont eu sur les gens, parce qu'il y avait naturellement des logiques, non seulement de venir pour l'esclavage, mais surtout d'imposer une religion, d'imposer une culture. C'est ce qu'on appelle le djihad, c'est-à-dire c'est d'imposer un modèle de vie aux gens. Ce n'est pas seulement de venir prendre des esclaves, mais quand on dit faire la guerre sainte, c'est qu'on vous dit que vos pratiques, vos modes d'organisation ne sont pas corrects, c'est des impies, et on vous impose de nouvelles manières de faire et de concevoir la vie. Donc, si on veut analyser justement la tradition africaine qui est à l'origine de l'excision, il faudrait que la personne remonte au minimum à l'Afrique hantée, donc pré-contact avec les Arabes, pré-contact avec les religions chrétiennes, les religions dites abrahamiques, pour qu'on puisse s'entendre, parce qu'à partir du moment où vous venez analyser une réalité qui est après l'impact du contact que nous avons eu avec ces gens-là, peu importe ce que vous allez nous dire, on est tout à fait en droit de vous dire que ceux-là sont venus nous imposer des faits par la force, par le fusil, par l'épée, et par le cheval. Et donc, naturellement, on ne peut pas nous imputer cela, même si derrière, des gens ont pris cela comme des habitudes qui sont locales. Il n'en est rien à la fin. Donc, si vous remontez, si vous avez un livre où vous pouvez remonter à avant l'arrivée des Arabes, avant l'arrivée des chrétiens, dans lequel on dit qu'en Afrique, dans les pays que vous avez mentionnés, on pratique l'excision, on sera tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, on a essayé d'analyser un certain nombre de manuels que j'ai présentés ici, où on parle justement de la circoncision. Donc voilà, ceux qui étaient là avant vous, ils ont eu le temps qu'on fasse la lecture ensemble. Je n'aurai pas la possibilité de revenir dessus. Donc on a Stolen Legacy, qui est là, de George Gilbert James. On a Histoire d'Hérodote. Et dans tous ces livres qui sont avant Jésus-Christ, donc c'est avant l'ère chrétienne, dans tous ces livres qui relatent donc la réalité de l'Afrique, et on ne parle pas que de l'Égypte, on parle ici de l'Éthiopie, de la Libye et autres. Donc dans ces livres-là, on ne trouve aucune trace de circoncision, d'excision, mais la circoncision y est bien établie, elle est bien documentée, on en parle et on explique exactement pourquoi est-ce que cela est fait. Et donc, naturellement, moi je m'attends à ce que vous nous sortiez également des livres qui montrent qu'en Afrique, avant l'arrivée justement de ces gens-là, on a la pratique de l'excision qui est faite. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé, mais vous nous parlez de réalités qui ne correspondent pas à des réalités de la tradition africaine, mais à des réalités qui ont été imposées au continent africain.
Ok. Bon, moi, je pense que quand Kémit d'abord a parlé... Attends, déjà, par rapport à ce point-là, quand Kémit d'abord a parlé tout à l'heure, il t'a fait comprendre que au niveau de l'Égypte antique, après l'arrivée des Grecs, on a vu apparaître ces choses-là. Et ça, comme je l'ai précisé quand il faisait son allocution, ça, c'était bien avant l'arrivée des religions. Parce qu'elle te parle du 4e ou du 5e siècle, avant JC. Non? Avançons. Mais comment vous pouvez rajouter de l'eau à mon moulin? C'est ça ta question. Non, c'est pas ma question. C'est que vous rajoutez de l'eau à mon moulin et en même temps vous me posez avant l'arrivée de religion. Permettez que je réponde. Vous avez mentionné quelque chose. Attendez. Oui, je précise la question. Vous me dites, si peut-être j'ai mal compris. Vous me dites si vous pouvez trouver des traces avant l'arrivée de ces religions. Oui. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, Maintenant, je vous dis qu'il y a des traces. Anne Bleu a parlé des traces avant écologiques, bien sûr. Voilà, mais justement. Voilà. Oui, mais comme il ne vient pas à la rescousse, là, attends, je vous pose la question. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, parce que le monsieur, lui, il est particulier, on a discuté hier, c'est lui qui disait qu'il n'y a jamais rien eu de mauvais, ni dans la spiritualité, ni dans la tradition. Donc déjà, là-bas, moi, j'ai un problème. Non, c'est ce qu'il a dit hier. C'est ce que moi j'ai dit. Ce sont vos propos ou ce sont mes propos? En tout cas, terminez avec votre question, s'il vous plaît. Terminez avec votre question, pardon. C'est sur YouTube, tu pourras réécouter. Oui, terminez avec votre question pour cette fois. Donc la question... Et mettez encore sur YouTube demain, s'il vous plaît. Voilà, donc la réponse est sous la forme d'une question, c'est-à-dire que effectivement, c'est des pratiques qui ont existé en Afrique et c'est documenté, parce que tu posais la question, bien avant l'arrivée des religions. Alors, je vais répéter peut-être d'une autre façon ce que j'ai dit pour qu'on puisse bien se comprendre. Quand on parle même de la Bible elle-même, quand elle analyse justement l'Égypte et qu'on arrive par exemple à des procès et à la période romaine sur l'Égypte, où effectivement on sait qu'en Égypte c'était des Romains qui régnaient et qui ont essayé donc naturellement de trancher un certain nombre de choses. À cette période-là, la question simple que moi je vais vous poser est la suivante. Les Grecs en question, ou les Romains, la civilisation gréco-romaine qui règne et sur l'Égypte et sur la partie du Moyen-Orient où sont censés se dérouler les faits, ils viennent avec quelle religion selon vous? Ils viennent avec quelle pratique? Avant qu'on ne parle de christianisme, est-ce qu'ils n'ont pas un corps qui est un corps de règles religieuses avant qu'on ne donne à la suite de l'arrivée de Jésus le nom de chrétienté ou de christianisme à la réalité? Est-ce que quand même, avant que Jésus n'arrive, il y a Abraham, il y a Joseph, il y a Jacob, qui sont déjà dans un fait religieux et qui donc naturellement sont tous dans une logique qu'ils imposent au monde par la suite comme étant la chrétienté, mais qui devient chrétienté uniquement parce qu'il y a l'arrivée de Jésus-Christ et à partir de Christ, on a le mot chrétien qui vient. Mais est-ce que ces réalités religieuses-là existaient déjà avant? Est-ce que la réalité religieuse existe uniquement à partir de Christ ou Christ vient simplement pour être dans le prolongement d'une réalité religieuse qui existait déjà? Répondez-moi s'il vous plaît. Donc déjà, voilà. Donc je vais vous répondre. Non, ne faites pas la marmaille s'il vous plaît. Ne tournons pas autour du pot. Dites oui ou non. Attendez, je suis en train de vous laisser répondre. C'est pas oui ou non. C'est une réponse qui va être claire. Vous m'avez demandé si les Grecs sont venus en Afrique. Vous avez pas dit. Mais je vous ai dit que ces Grecs-là viennent aussi avec une religion. C'est ce que je vous demande de confirmer ou d'infirmer. Est-ce que ces Grecs-là viennent avec une religion, oui ou non? Non. La religion que vous dites et la comparaison que vous faites avec le christianisme est fausse. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà à l'époque c'était des polythéistes, hein. Eux c'était pas un dieu unique, donc ça n'avait rien à voir. Le polythéisme, c'est dans la religion ou ce n'est pas dans la religion? Laissez-moi répondre, monsieur. Ne conditionnez pas ma réponse. Laissez-moi répondre. Vous m'avez dit de vous répondre d'abord par oui ou par non et de faire mon développement. Donc je vais vous donner mon développement et vous allez comprendre. Donc quand vous dites que c'est ces religions-là qui nous ont amené l'excision, et vous avez été précis, et notamment l'islam, je vous dis que ce dont vous parlez, et ce dont on parle ici, c'est bien avant l'arrivée de l'islam, peut-être 1000 ans avant, et bien avant l'arrivée du christianisme. Maintenant, est-ce que les personnes qui sont arrivées, la pratique qu'ils faisaient, c'est des pratiques qui sont des pratiques chrétiennes au sens biblique du terme, pareil
je vous réponds non. Quand je vous réponds non, je vous dis parce que ces peuples-là, déjà, ils étaient polythéistes, qu'on peut considérer comme religieux aussi, on appelle la religion le fait d'être contacté à un divin, à ce moment-là, ou à des divins, mais ce n'est pas la chrétienté, ce n'est pas l'islam, ça n'a rien à voir. Kémy, d'abord, si vous voulez peut-être prendre la parole, je vous laisse, mais je vais peut-être reclarifier un certain nombre de petits points ici, et puis je vais devoir partir malheureusement. Mais il faut pas qu'on essaye toujours d'enfumer les Africains. C'est vraiment pathétique. Moi, je suis vraiment désolé, mais quand on analyse l'histoire, on ne peut pas analyser l'histoire selon uniquement ce qui nous arrange nous. Analysons les faits historiques. Alors, je précise bien que la codification de la religion chrétienne, qui devient donc religion chrétienne à partir de Jésus-Christ, n'est pas une codification qui naît avec Jésus-Christ. Quand on prend leur propre texte à eux, Abraham, c'est combien de milliers d'années avant Jésus-Christ? Mais c'est déjà dans le fait religieux. Que ce soit polythéiste ou monothéiste, on parle du rapport avec le divin, avec donc Dieu, et que ce soit polythéiste ou monothéiste, c'est dans la religion qu'eux ils le font. Pareil pour les Grecs. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la persécution? Pourquoi est-ce que les Platon, les Thalès, les Pythagore, qui étaient des gens qui ont vécu 600 ans, 700 ans, 800 ans avant Jésus-Christ, pourquoi ils étaient qualifiés d'apostats et qu'il y avait la persécution contre eux, à tel point que la plupart d'entre eux ont dû aller se réfugier dans d'autres pays, notamment en Italie. La plupart des faits justement de la Rome antique qu'on dit aujourd'hui la civilisation gréco-romaine, pourquoi on dit civilisation gréco-romaine? Parce que naturellement, tous ceux qui viennent en Égypte et qui prennent des connaissances philosophiques de l'Égypte antique, quand ils rentrent dans la Grèce avec ces connaissances-là, ils sont considérés comme des gens qui apportent des connaissances dangereuses pour la population. Ils sont tués pour certains et d'autres doivent fuir pour vivre en exil. Un certain nombre d'entre eux se réfugient naturellement en Italie, d'où le transfert de la connaissance et la civilisation non romaine. C'est pourquoi on parle de civilisation gréco-romaine. Mais on ne peut jamais déconnecter le fait religieux de cela. Pourquoi? Parce que eux, ils venaient avec les pratiques religieuses de l'Égypte antique, alors que la Grèce antique avait déjà ses pratiques religieuses à elle. Et comme ils étaient considérés comme des apostats, qui venaient avec d'autres notions religieuses que sur les dieux grecs, on les a persécutés, on les a chassés tous. Et là-dessus, je n'ai pas besoin de parler de mes propres mots. Il suffit de lire les livres. Stolen Legacy en parle largement. On n'a pas besoin, Stolen Legacy, c'est George Gilbert James, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des réalités. Tous ont été persécutés, mais pourquoi ils ont été persécutés? Simplement parce qu'ils venaient avec des approches philosophiques, scientifiques, mais tout cela dans un corps religieux. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien qu'on dit qu'en Égypte antique, le savoir se transmettait dans les temples. C'était les prêtres qui transmettaient le savoir. Donc, chez nous, on n'a pas déconnecté la religion, le spirituel, de la science, du scientifique. Ce qui est par contre le cas chez eux. Et quand ils rentraient avec ces notions chez eux, où il y avait déjà des notions spirituelles, où il y avait déjà des notions religieuses qui étaient bien établies, le fait d'apporter ces religions-là, on leur disait, ces connaissances-là, on leur disait non, c'est dangereux pour la société, donc on les excluait, on les tuait, pour un certain nombre d'entre eux. Certains ont été condamnés à boire la ciguë, pour ceux qui savent ce que c'est, pour se donner la mort. D'autres ont pris l'exil. Je peux lire des passages rapidement dessus, mais c'est en anglais. Donc voilà, c'est Pythagore, c'est Thalès. C'est pas la peine. Laissez-moi terminer. Non, je vais te donner des sources pour qu'on aille vite. Tu l'avais déjà fait, tu l'as dit. Je vais te donner des sources aussi. Ce n'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Tous ces gens-là, c'est 640 ans par exemple avant Jésus-Christ. Voilà. Et donc 640 ans avant Jésus-Christ, on a donc déjà ces gens-là qui ont cette approche religieuse et qui sont combattus dans leur propre pays. Moi, je vous demande simplement de nous dire... Je te donne des passages. Oui, attends. Non, pas nous donner les passages. Si vous nous donnez... Non, je veux... Si vous nous donnez... Je vous ai demandé de nous donner des ouvrages qui parlent donc de la réalité du Bénin, de la Côte d'Ivoire, avant le contact avec les Grecs, si vous voulez, avant le contact avec les Arabes, et à ce moment-là, on sera d'accord. Parce que Grecs et Arabes viennent avec la religion. Oui, on va aller par étapes, en fait. C'est est-ce que le passage que tu vas lire... Je vais lui mettre une source. Non, attends. Est-ce que le passage que tu vas lire là va parler
en fait des pratiques qui se faisaient en Égypte antique avant l'arrivée des Grecs. Bien sûr. Bon, maintenant, avant l'arrivée des Grecs, ça encore c'est un autre débat. Mais... Ah, donc, mais oui. pourquoi tu dis bien sûr alors? Hein? Mais dis pas parce que là, ce n'est pas lié. Non, écoute, non, pas forcément, bien sûr. Non, voilà, pas forcément, j'arrive. C'est pas précisé si c'est avant ou après les Grecs, mais ce qui est précisé, c'est que c'était un rite. Attends, mais écoute-moi. Attends, laisse-moi finir juste. Ce qui est précisé, c'est que c'était un rite qui était fait par rapport au Nil et à la fertilité du Nil. La fertilité qui était liée au Nil. Ça, je pense pas que la fertilité liée au Nil soit une invention grecque. On est d'accord. Mais on est en train de vous dire, Kémy d'abord et moi-même sommes en train de vous dire que dans tous les livres, elle a parlé des livres justement sur la gynécologie, des livres de médecine. Moi, je vous parle ici de livres sur l'histoire, c'est-à-dire le répertoire justement des faits de société de l'Égypte antique, ainsi que d'autres pays comme l'Éthiopie et autres pays encore qui sont cités explicitement dans les livres. Plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'elle peut me mettre en grand? Non, mais permettez que je termine aussi. Oui, non, pendant que tu parles, on vous dit, me mettre en grand. On vous dit simplement que dans ces réalités-là, on parle de la circoncision comme étant justement une pratique traditionnelle de ces peuples avant l'arrivée des Grecs et autres, mais qu'il n'y a aucune mention de l'excision. Donc donnez-nous, vous, avant l'arrivée justement des Grecs et autres peuples en Afrique, l'endroit où se pratiquait l'excision et quelle est la tradition qui la pratiquait et quelle était l'explication qu'il y en avait de cette pratique de l'excision. C'est ça qu'on a dit. Ok, je vais vous lire ça. Le livre que vous lisez est situé dans cette période de l'histoire. Écoutez-moi. Oui, avant de vous écouter, s'il vous plaît, précisez-nous, le livre que vous êtes en train de nous lire parle de quelle période historique? En Égypte antique. L'Égypte antique, l'année exacte n'est pas donnée, donc c'est bien avant les religions. Donc écoutons-nous. Non, si tu me contextualises, ça ne sert à rien. Parce que la Grèce... Quand la Grèce a conquis l'Égypte, c'est aussi l'Égypte antique. L'Antiquité, ça dit... Après, tu sais... Tu apporteras les précisions. L'Antiquité, c'est jusqu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'est juste au 5e siècle. C'est à partir du 5e siècle, au Moyen-Âge. Donc, quand tu parles de l'Antiquité... Tu apporteras les précisions. Non, il faut que tu découpes cette antiquité-là, parce qu'il y a plusieurs... Maintenant, en fait, vous allez préciser... Non, il n'y a pas de... Non. Écoute-moi, des croyances avant les Grecs, la plupart des croyances avant les Grecs eux-mêmes ont repris la plupart des croyances égyptiennes et ont rajouté leurs propres croyances, d'accord? Donc si tu ne découpes pas cette antiquité-là, si tu ne mets pas ça dans le contexte, ça ne sert à rien de le lire parce que ce sera confus. Parce qu'on ne sait pas si c'est l'Antiquité. Oui, maintenant, ce sera à vous de corriger. Voilà, ce sera à vous de corriger. Non, en fait, mais pourquoi vous décidez de comment je dois lire, de comment je dois faire? Moi, je ne décide pas pour vous. Donc, laissez-moi lire. Oui, mais laisse-moi finir. Non, c'est pas à toi de décider qu'il faut des dates. Je te donne mon argumentaire. Le Nil était vénéré pendant l'Antiquité grecque. Donc, tu ne peux rien maintenant par rapport à ça. D'abord, oui, laisse-moi lire juste après. Le Nil était vénéré même pendant l'Antiquité grecque. Le Nil était vénéré même pendant l'Antiquité grecque. Donc, tu ne peux rien préciser si tu ne précises pas les dates de quelle antiquité il s'agit. Je ne sais pas si tu as remarqué que je ne conditionne pas votre argumentaire. Donc maintenant, vous pourrez toujours le contredire, mais entre-temps, s'il est possible de se taire. Notre argumentaire est bien daté. Et la rime n'est pas volontaire. On te donne les périodes. Je dis, laissez-moi finir. Je dis que je ne conditionne pas votre argumentaire, donc je vous demanderai si c'est possible de vous taire. Et la rime... Il faut des dates, monsieur. Et la rime est volontaire. Il y a eu plusieurs Égyptes. Oh là là. Toutes les Égyptes, c'est pas les mêmes Égyptes. C'est difficile, hein. Effectivement. Donc, soit tu nous donnes des dates, soit le contexte, il sert à rien. Voilà, mais après, vous direz que ça sert à rien. Laissez-moi lire. C'est tout. Est-ce que c'est avant l'Antiquité? C'est ça, non, voilà. Mais c'est extraordinaire. Ça, c'est avant l'Antiquité grecque.
Est-ce que c'est avant les Grecs? Possiblement. Hein. C'est avant les Grecs. C'est ça le problème. Tu es incapable de le dire. Possiblement. Oh là là. Mais, encore qu'il faut rajouter, avant les Grecs, il y a les Perses. Hein. Attention, les Perses règnent sur l'Égypte avant les Grecs aussi. Donc si vous venez de parler d'une réalité perse... J'ai compris en fait. Vous voulez rester sur une manière de penser bien spécifique et on ne peut pas s'exprimer si c'est pas dans le cadre le contexte exact. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci, vous ne voulez même pas que je lise. Moi, je ne vous empêche pas de lire. Il y avait déjà les Hittites, il y avait plein de peuples qui avaient déjà envahi qui avaient déjà envahi l'Égypte. Je suis désolé, il faut que tu contextualises, sinon ça ne vaut rien ton truc. Je suis désolé. Et avant, il y avait les Perses, il faut que je revoie même tous les peuples qui ont envahi l'Égypte à partir de moins 1700. Moins 1700. Il y avait les Hyksos, les Perses, les... Qui encore même, c'est quel... Ah, j'oublie même les noms. Jusqu'aux Arabes en 639. Attends, depuis le Nouvel Empire, l'Égypte ancienne était déjà envahie par les peuples blancs, depuis le Nouvel Empire. On parle de moins 1700. On peut arrêter. Donc, on ne vous empêche pas de nous lire le livre, hein, mais donnez-nous le contexte dans lequel le livre est écrit. Ça, c'est important. C'est tout ce dont on a besoin pour pouvoir analyser les faits, si ça correspond à une réalité qui est africaine ou à une réalité étrangère qui est importée sur le territoire africain. Parce que c'est effectivement ce que nous sommes en train de dire, c'est que cette pratique de l'excision est une pratique importée sur le sol africain par des gens qui arrivent d'ailleurs, qu'ils soient européens ou arabes. Donc, c'est tout. Et puis, si vous nous donnez des exemples là-dessus, c'est exactement comme pour la castration. Qu'on nous donne des exemples où les peuples africains pratiquaient la castration par eux-mêmes. À partir du moment où il y a le fait religieux musulman qui arrive, on voit la castration qui s'installe sur des pays africains, mais c'est une réalité que vous pouvez retrouver ailleurs en Europe, que vous pouvez retrouver justement chez les pays arabes avec les notions d'eunuque et consorts, mais qui ne peuvent pas être imputés à la réalité africaine, même si quand les gens qui la pratiquent arrivent en Afrique, on a vu aussi cette pratique-là qui a pu exister sur le continent africain. Situez-nous exactement, c'est tout. D'accord, il faudra prendre le livre. Moi, je vais vous lire. Vous allez, parce qu'il parle de Platon, de ce que Platon a constaté également sur place et toutes ces choses-là. Hein. Donc, je suppose que ça existait déjà. Mais si vous dites Platon, vous comprenez quand Platon a vécu. Attendez, écoutez-moi, je vais lire. Platon, c'est quelle date? Je vais lui donner la date pour Platon, pas besoin d'aller voir. Voilà, moi je vais lire, si c'est possible. Donc, dans son livre, La femme au temps des pharaons. Parce qu'il y a Christiane Desroches et ensuite il y a Chantal. Je vais vous lire. Hein. Au temps de quel pharaon, monsieur? Qui ferme mon micro? Si je peux pas parler, c'est pas la peine, je vous laisse débattre entre vous. Moi, j'allais lire, hein, en fait, quelque chose. Après, vous pouvez rebondir sur ce que j'ai lu. Je sais pas si c'est difficile, ça, ou c'est impossible. Parce que vous me demandez de lire, et maintenant, quand je veux vous lire, on me dit non, il faut que tu précises absolument, alors que je peux lire, et vous allez faire les précisions nécessaires. Si je le fais, non, c'est à toi de faire les précisions, c'est pas à nous, parce que tu peux pas mélanger toutes les Égyptes. Ah, d'accord. C'est à toi de faire les précisions. Il faut que tu nous donnes les dates. D'accord. Maintenant, est-ce que je peux lire? Donc c'est avant l'islam, c'est avant la chrétienté. Déjà. Ah, d'accord. C'est à toi de faire les précisions. Il faut que tu nous donnes les dates. Maintenant, est-ce que je peux lire? Donc c'est avant l'islam, c'est avant la chrétienté. Déjà. C'est bien avant. Oui, mais Platon, c'est quelle date? Donc, je vais vous lire d'abord, Platon, c'est quelle date? Je ne suis pas conditionné, je ne suis pas votre élève et je dois répondre absolument comme vous le souhaitez. Moi, je vous écoute et je ne vous conditionne pas. Je ne sais pas pourquoi vous vous énervez, en fait. Parce que tu ne donnes pas de date, il faut donner des dates. Je vais vous lire, c'est pas moi qui ai écrit l'article, vous pouvez attaquer l'article après le déconstruire. Moi, je n'attaque pas l'article, c'est toi qui utilises l'article, c'est parce que c'est toi qui considères l'article comme pertinent. Je vais le lire, mais lui, il a lu quelque chose qu'il trouvait pertinent, non? Tu considères l'article comme pertinent, tu n'es même pas capable de le lire. Il a lu quelque chose qu'il trouvait pertinent, non? Qui? Mais c'est donné les dates. Moi, je date ce que je lis. Pourquoi vous n'arrivez pas à dater ce que vous lisez? Vraiment, à plus tard, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Tu nous emmènes les dates. Je ne regarde rien, je ne fais rien, vous n'allez pas conditionner ma manière. C'est pas que je sais quoi que ce soit. Je dis que je vais vous lire. Et on parle même d'excision pharaonique.
Voilà. On parle même d'excision pharaonique. Donc, si vous ne me laissez pas lire et que vous ne voulez pas que je lise et que vous voulez me conditionner et que vous parlez en même temps, alors que moi je vous écoute, pour moi ce n'est plus un échange en fait. Ça sert à rien. Excision pharaonique, de quel pharaon on parle? Voilà. Bon, Platon, c'est 4e siècle, c'est 348. Donc ça veut dire, ça correspond à quand les Grecs se sont installés en Égypte. Point. Voilà, c'est tout. Mais c'est quand même terrible parce que moi je suis toujours surpris avec la facilité avec laquelle les gens veulent analyser l'histoire selon uniquement ce qui semble être dans leur intérêt. Quelqu'un nous apporte des éléments qui prouvent qu'en Afrique on pratiquait une certaine excision. On lui demande de donner la date à la parler de faits historiques simplement comme ça de manière vague en disant oui, le pharaon. Mais quel pharaon? On lui pose la question quel pharaon? Il ne donne pas le nom du pharaon. C'est quelle date? Il ne donne pas la date dans l'histoire de l'Égypte antique. Et on veut qu'on soit là à continuer à les écouter. Mais les Grecs, avec Alexandre et tout, c'est à quel moment qu'ils entrent en Égypte? Faut arrêter de vouloir tromper les gens. On a pris ici les livres du premier Hérodote, c'est le premier des Grecs à être entré, le premier des Européens à être entré en Égypte et qui a relaté donc les réalités qu'il a connues avant que les Grecs ne prennent possession de l'Égypte. Pourquoi on ne trouve aucune trace de l'excision dans ses écrits, alors qu'il décrit tous les faits? Je dis bien tout. Pour ceux qui veulent vraiment s'instruire sur comment l'Égypte fonctionnait, même qui veulent améliorer leur état de santé, lisez ces livres. Je vous assure, vous allez voir des choses qui sont super importantes pour vous-même. On vous dit par exemple que les Égyptiens avaient pour coutume d'utiliser des purgatifs et de faire le jeûne 3 fois par mois, 3 jours consécutifs, parce qu'ils disaient que toutes les maladies que le corps a viennent de ce que nous consommons. Donc à un moment donné, il faut nettoyer le corps, il faut le purifier. Et donc ils utilisaient des trucs pour se purger, des purgatifs donc, et des vomitifs pour vomir ce qu'ils avaient dans l'estomac. C'est bien documenté. Quand on demande aux gens, donnez-nous les faits concrets que vous avez vus. On parle de quelqu'un qui a sillonné partout, il vous parle de la médecine, comment elle est organisée. Le système justement même de médecine, le système qu'on appelle justement de couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire vous pouvez vous soigner partout. Ça existe dans l'Égypte antique, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Hérodote qui le dit. Et je vous ai lu tout à l'heure un passage où on disait que la médecine était largement distribuée, il y avait des médecins partout. Et qu'est-ce qui se passait? C'est Pharaon qui prélevait les taxes sur le peuple, et c'était Pharaon qui payait le salaire de chaque médecin. En contrepartie, chacun des médecins était obligé de suivre les manuels de médecine dans son domaine à lui, c'est-à-dire les écrits de tous les anciens qui avaient déjà documenté comment ils traitaient des cas de maladie. Et si le médecin s'écartait de la manière qui a été prescrite dans les manuels pour pouvoir soigner un patient et que le patient mourait, mais le médecin était sanctionné. Donc il y avait déjà non seulement une médecine qui était universelle et on ne payait pas. Précision importante, c'était Pharaon qui payait le salaire des médecins. Donc peu importe là où vous voyagiez en Égypte antique, vous trouviez un médecin, vous alliez chez lui, il avait l'obligation de vous soigner. On ne cherche pas à savoir si vous êtes du nord, du sud, ainsi de suite. Il vous soigne. Et c'est chez Pharaon qu'il récupère son salaire. Hérodote, c'est quel Pharaon? C'est quelle année? C'est quel Pharaon? Oui, quand Hérodote il parle là, c'est quel Pharaon? C'est quelle année? Mais Hérodote, voilà Hérodote, j'ai pas besoin Non, laisse-les, mais non, donne-moi la date, sinon on ne lit pas. C'est quelle date? Mais on va voir les dates. Pourquoi vous voulez, me priver de vous montrer les dates? Vous posez une question, il fallait commencer par ça, non? Parce que moi, apparemment, il faut que je commence par ça. Bien sûr qu'on va commencer par ça. Et vous ne connaissez même pas la date? Hérodote, c'est le 5e siècle, c'est Ptolémée. C'est le 5e siècle. Le 5e siècle, Hérodote, ok. Et maintenant, c'était quel pharaon et de qui il parlait? Hérodote, ce même Hérodote nous dit des Égyptiens et des Éthiopiens. Je ne saurais dire quel est le peuple qui a pris cette coutume à l'autre. Car elle est de toute évidence des plus anciennes. Ça veut dire que quand il est arrivé, c'est-à-dire le 5e siècle. Justement, il dit que quand il est arrivé au 5e siècle, ça existait déjà. L'Égypte qui est déjà blanche. Ça dit, voilà. Il dit que ça existait déjà quand il est arrivé.
Non, mais il a dit, il ne saurait qui a emprunté quoi. Non, il a dit, justement, il ne saurait qui a emprunté quoi. Ça veut dire que c'est ancré dans les mœurs. Ça existait déjà. Oui. Est-ce qu'on est d'accord que ça veut dire que ça existait? Attends. Ce sont des fois qui ne parlent pas de l'Égypte. On va se comprendre. Mais comment il peut savoir? Il ne parle pas de l'Égypte. La question est simple. Est-ce que ça veut dire que ça existait avant son arrivée à lui ou pas? Pas du tout, absolument pas, parce qu'il n'y a aucune preuve. Il faut qu'on revoie. Mais lui-même, il dit qu'il ne sait pas qui a emprunté à l'autre. Il dit, il ne sait pas qui a emprunté à l'autre. Mais ça veut dire que ça existait. Il peut préciser. C'est du français là, en fait. Bah non, il dit qui a emprunté à l'autre, il ne sait pas. Il ne sait justement, ça veut dire que ça existait déjà. Bah non, pas du tout. Mais ça, ce sont les Grecs qui ont ramené ça. Ce sont les Grecs qui ont ramené. Il ne peut pas dire qui a emprunté à l'autre. Donc il parle de l'Égypte de son époque, il ne parle pas de l'Égypte d'il y a 1000 ans. Il parle de l'Égypte de son époque. Il ne peut pas dire qui a emprunté à l'autre. Donc ça ne veut pas dire que ça existait déjà. Il est possible de parler. On parle du 5e siècle, là, Hérodote. Ok, d'accord. Même si je ne peux pas lire, je peux parler quand même. C'est possible ça. Ok. Donc, ce que Hérodote dit, parce qu'il aurait très bien pu nous dire que c'est des pratiques grecques qui ont été importées. Donc, ce que Hérodote dit, c'est que quand il est arrivé en Égypte antique, et le 5e siècle dont tu parles, ça existait déjà, et il ne sait pas si c'est les Éthiopiens qui l'ont amené en Égypte, ou si c'est les Égyptiens qui l'ont emprunté à l'Éthiopie. Emprunter quoi? Parce que vous ne nous dites pas ce que c'est. Laisse-moi finir. L'excision. Maintenant, il ne nous dit pas si ça existait 10 ans, 100 ans, 1000 ans ou 2000 ans avant. Vous pouvez nous donner la page du livre dans laquelle il parle de cette excision, là, Hérodote, s'il vous plaît. Il est en train de dire, il ne sait pas si ce sont les Éthiopiens qui l'ont ramené, et il ouvre les Éthiopiens. Il ne sait pas, il parle il parle de l'excision. Je veux qu'il nous donne la page dans le livre de Hérodote qui parle de l'excision, parce que moi j'ai le livre de Hérodote devant moi. Voilà le livre d'Hérodote. Allez-y, donnez-nous la page. Donnez-nous la page. Voilà la carte de l'excision, monsieur. Ok. Maintenant, vous avez dit que Hérodote a parlé de l'excision. Donnez-nous la page dans laquelle Hérodote parle de l'excision. Voilà le livre d'Hérodote complet. C'est maintenant, si tu peux, voilà. Maintenant, dans l'article, il ne précise pas la page parce que c'est dans l'article là où on parle. Donc maintenant, si toi, tu as le livre d'Hérodote, attends, laisse-moi finir. Si toi qui as le livre, va à la page où Hérodote nous parle de l'excision, s'il te plaît. De la circoncision, moi je connais, je ne sais pas pour l'excision, je n'ai pas. Moi j'ai pour la circoncision. Voilà le livre d'Hérodote, le livre 2, parce que le volume complet est divisé en plusieurs livres. Voilà le livre 2, et dans le livre 2, je sais là où on parle de l'excision, je peux montrer, j'ai pas besoin d'aller loin. Et je peux te donner la page. Mais si vous ne donnez pas la page, il n'y a aucun livre qui cite un livre sans mentionner la page dans le livre en question. Sinon, ce n'est pas scientifique. Quand on cite un livre, on donne la page. C'est ça, monsieur. La page 47 dans le livre 2 de Hérodote nous parle justement de la circoncision. Voilà la page. C'est la page 47. La circoncision. Il y a des gens qui demandent. Attendez, moi je vais il y a des gens qui demandent même de me bloquer et tout ça. Donc je ne savais pas que. Voilà. Oui, mais il n'y a aucun livre. Attendez. Et on ne me laisse pas m'exprimer. En fait, est-ce que c'est possible de me passer un grand, s'il vous plaît? Monsieur Fotzing, moi, est-ce que c'est possible de me passer un grand, s'il vous plaît? Je ne vois pas. Qu'on discute. Non, je finis là. Moi, j'y vais là. Je vais vous laisser discuter entre vous. Parce que c'est pas possible de s'exprimer. Et quand toi tu demandes, on te met en grand. Moi quand je demande, c'est pas possible et je ne peux pas lire. Et on demande même qui m'a. Bref, pour moi. On vous demande de donner les sources. Moi je suis pas là. Vous voulez pas donner les sources, vous voulez juste qu'on vous passe en grand. Mais donnez vos sources. J'ai donné la source. Je dis que c'était laquelle? C'est un article qui est écrit. Voilà qui est sur Historia. Laissez-moi finir. Voilà un exemple très simple. Laissez-moi finir. Oui, je vous laisse terminer. Je suis en train de partir, donc laissez-moi finir. Le site, c'est Historia. Le site est sourcé. Il y a les éléments qui sont là. J'aurais pu le lire et vous aurez pu déconstruire. Maintenant, si vous ne voulez pas que je le lise, vous ne pouvez pas déconstruire, vous ne pouvez pas m'écouter. C'est moi qui dois être là, assis, à vous écouter. Pour moi, ce n'est plus un échange. Et surtout que je suis en train de recevoir bloquez-le, ceci, cela. Pour moi, je suis venu en paix pour discuter tranquille. Maintenant, si c'est pas possible, restez avec vos connaissances. Vous avez déjà la vérité certaine. Et puis c'est bon, chacun continue. Pourquoi on perd du temps? Ah non, je suis pas susceptible. Si je peux pas échanger, ça sert à quoi l'amour?
C'est ça. On vous demande d'expliquer en donnant les sources. Non, mais c'est tout ce qu'on on vous peut pas demande. me dire que je ne peux pas m'exprimer et on me bloque. Donc, on ça, à la limite, le commentaire, je m'en fous. Tu n'as aucune preuve dans les paroles d'Hérodote qui disent que si je peux pas lire avant l'arrivée des Grecs. Il n'y a rien est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire? C'est simple en fait ce que je demande. Ou afficher l'article et le lire. Si c'est pas possible, ça sert à rien qu'on échange. Alors, avant que vous ne lisiez, moi j'ai une petite remarque à faire. Oui, j'ai une petite remarque à faire. Mettons que moi aujourd'hui, je décide de dire que par exemple les Occidentaux, quand ils sont venus pour la colonisation, ils étaient extrêmement sadiques, et je me mets à décrire un scénario comme quoi ils arrivaient, ils brûlaient tout le monde dans un village, femmes, enfants et tout, on ne laissait personne en réchapper, que c'était des anges lucifériens, ils venaient avec des chevaux qui mangeaient les hommes, ainsi de suite, et que je ne vous donne aucune source pour documenter ce que j'ai dit. Et que par la suite, justement, parce que moi, sur mon blog, vous parlez d'un blog scientifique, mais qui s'appelle Historia, mais moi aussi, je peux créer n'importe quel blog, qui s'appelle Afriquia, par exemple, et je mets ce que je viens de vous mentionner là. Est-ce que cela, pour autant, va correspondre à la réalité si je ne précise pas quelles sont les sources historiques sur lesquelles je m'appuie? C'est là le problème et la difficulté, justement. On vous dit, Historia, si c'est vraiment scientifique, Historia, si c'est vraiment scientifique, doit nous montrer où est-ce qu'ils tirent justement ils nous donnent même des sources. Ils le disent, hein, ils parlent même de Cheikh Anta Diop là. Donc, selon l'historien et anthropologue sénégalais Cheikh Anta Diop, l'excision viendrait d'Égypte et se serait ensuite étendue à l'Afrique noire. Donc, ça répond déjà à une partie de la question, hein, parce que tu demandais par rapport à l'Afrique noire, comment ça se passe, d'où c'est venu. Donc, Cheikh Anta Diop te répond, et peut-être qu'il s'est trompé, hein, mais ça c'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Selon lui, des momies égyptiennes auraient été retrouvées excisées. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Nous avons lu Cheikh Anta Diop. Donnez-nous laissez-moi finir. Selon lui, des momies égyptiennes auraient été retrouvées excisées selon un rite particulier qui conduit à l'usage du terme excision pharaonique, désignant l'infibulation. Il est certain que cette pratique n'est pas liée à la religion, puisqu'on la retrouve aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens ou parmi les ethnies animistes. En Égypte ancienne, elle aurait été liée au rituel de la fertilité, les parties excisées servant d'offrande au Nil sacré. Ceux qui n'expliquent toujours pas son origine, je vais lire la suite, je vais afficher la suite. Mais ne passez pas rapidement, hein. Ce qui n'explique toujours pas son origine. Je lis. Insistez bien dessus. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas donné l'origine. Je lis tout. Quand je lis tout, ceux qui n'expliquent toujours pas son origine. L'excision sévit sous 3 formes. La première consiste en l'ablation du clitoris. La seconde, la plus répandue, s'étend à la fois aux lèvres externes et internes. Quant à la dernière, la plus terrible, l'infibulation, du latin fibula agrafe, elle consiste à enlever tous les organes génitaux externes et une partie de l'ouverture du vagin dont l'office est ensuite cousu, ne laissant qu'une minuscule ouverture pour laisser passer l'urine et le sang menstruel. Le soir de sa nuit de noces, la femme revit la même atrocité, son époux l'incisant au couteau pour la pénétrer. Bon. Continue le texte. Ouais, mais okay. Non, finis tout le texte, s'il te plaît. Une pratique contraire aux mentalités. Pour l'égyptologue française, il est pourtant difficile d'envisager une telle pratique à l'époque pharaonique, la femme occupant une place prépondérante dans la société. Si l'obsession maladive de la femme, source de tous les maux et de tous les dangers chez les musulmans ou les chrétiens... l'article, s'il te plaît, l'article. C'est des captures d'écran que j'ai mis. Continue à lire, merci, continue. Et fais défiler l'article. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Mais tu fais pas défiler l'article, c'est des captures. En même temps que mais toi. Tu poses une question, tu n'écoutes pas. Donc c'est... Je te dis que c'est des captures, laisse-moi finir, tu me poses une question. C'est des captures d'écran, d'accord? Donc je fais la capture, je l'affiche en image. Maintenant, je peux vous mettre aussi le lien de la page. Attendez. Je vais vous mettre aussi le lien de la page en commentaire. Ah merde, pourquoi ça rentre pas? Attends, je te l'envoie même tout de suite. Non, le lien de la page. Oui, mais j'ai pas fini. Oh punaise, mais continue la lecture et tu verras bien que 99% des égyptologues contredisent Cheikh Anta Diop. Continue la lecture. Une pratique qui n'est pas dans les mentalités. Vas-y, continue.
Attends, je t'envoie l'article. Voilà. Maintenant, une pratique qui n'est pas contraire aux mentalités. Pour l'égyptologue française, il est pourtant difficile d'envisager une telle pratique à l'époque pharaonique, la femme occupant une place prépondérante dans la société. Si l'obsession maladive de la femme, source de tous les maux, de tous les dangers, chez les musulmans ou les chrétiens, montre l'instrumentalisation extrême qui peut être faite de la religion pour justifier l'injustifiable, on ne retrouve absolument pas ces craintes, ces hantises chez les Égyptiens anciens. Ainsi, l'Égypte est dans l'Antiquité le seul pays qui ait vraiment doté la femme d'un statut égal à celui de l'homme. Cela est constaté sans difficulté pendant toute la période de l'Ancien Empire et naturellement avec éclat au Nouvel Empire. Avance-t-elle. Toutefois, même si elle a le choix de son époux, il est impératif pour la jeune fille d'arriver vierge au mariage et de ne pas commettre l'adultère. Et même si on n'a jamais retrouvé trace d'un tel verdict, le châtiment est la peine de mort. En revanche, l'égyptologue anglaise Joyce Tildesley soutient que l'excision a bien été pratiquée en Égypte ancienne, mais sans apporter de preuves définitives. Il n'y a aucune scène montrant une excision pour les femmes, mais beaucoup de scènes de circoncision pour l'homme. Ça, c'est sa citation. Souligne Mohamed Biali, directeur des Antiquités de Haute-Égypte. Restons donc prudents, car si quelques auteurs grecs mentionnent ce rituel, les preuves matérielles sont inexistantes et les sources écrites sont bien trop minces. Il semble toutefois que le berceau de cette pratique est peut-être à chercher ailleurs qu'en Afrique noire. Les anthropologues ont un beau sujet de recherche en perspective. Merci. Ça, c'est leur conclusion. Voilà, c'est pour ça que c'est très important. Donc. Voilà, merci. Vous verrez que dans ce texte-là, il n'y a que des auteurs grecs qui parlent de l'excision. Vous voyez? Il n'y a que... Non, c'est quand on parle. Hein. Bon, vous voyez, hein, il faut bien lire. Il n'y a que des auteurs... Je peux... Voilà, la fin de votre article, la fin de votre propre article, l'origine est à rechercher hors du continent africain. Voilà, mais vous n'êtes pas capable de dire cela. Et vous êtes en train de nous expliquer que ça sort de nos traditions. Pourquoi vous n'avez pas dit dès le début que votre propre article disait que l'origine de cette pratique est à rechercher hors du continent africain? Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas et vous ne laissez pas exprimer. Tu verras que la majorité des égyptologues contredisent chez Contagion. D'accord? Et quand on parle il y a des cas où Cheikh Contagion parle des gens et il y a des cas où il a tort. Ça ne nous arrange pas. Laisse-moi finir. Non, j'ai pas fini en fait. J'ai juste lu là. J'ai pas parlé encore. J'ai juste lu. J'ai pas parlé encore. Non. C'est bon. Tu as déjà lu ton texte là. Tu as lu juste. Justement, je l'ai lu pour le commenter en fait. Je l'ai lu pour le commenter. D'abord, je vous laisse d'abord aller. Pardon. Voilà, laisse-moi finir. Vous verrez que même dans cet article-là, la majorité des égyptologues contredisent Cheikh Anta Diop. D'accord? Ils n'ont aucun intérêt. Autant les égyptologues occidentaux ont un intérêt à cacher que les anciens égyptiens étaient morts, autant ils n'ont aucun intérêt à cacher que les anciens égyptiens pratiquaient l'excision, parce que justement ça va ajouter de l'eau à leur moulin que l'Afrique ancienne était barbare, etc. Mais les égyptologues... Non, c'est ce que tu n'as pas compris. Non. Les égyptologues, la majorité, 99, je te dis 99%, des égyptologues contredisent Cheikh Anta Diop parce que les seules personnes anciennes qui mentionnaient l'excision dans les textes égyptiens, c'était les Grecs. Et c'est quand les Grecs... Non. C'est quand les Grecs... Non. C'est quand même extraordinaire. Mais tu ne trouves pas, quand c'est mentionné dans l'article, tu me dis, papyrus. Non, pourquoi tu ne veux pas? Tu ne trouves aucun document médical ou de gynécologie de l'Égypte avant la conquête des Grecs où on mentionne l'excision. Par contre, dans tous les papyrus, on parlera de la circoncision. Tu ne trouveras pas de fresques sur les murs des pyramides qui ont été construites il y a plus de 5000 ans avant l'arrivée des Grecs. C'est pour te dire, il n'y a que les Grecs qui en parlent. Donc vas-y, continue, Foxini. Bien, moi je suis très amusé. Moi je peux pas continuer. Je peux pas. Vous avez parlé, vous avez pris votre temps de parole. Je n'ai pas parlé, j'ai lu. Mais vous avez commencé par nous expliquer que l'excision était pratiquée au Cameroun. Vous avez expliqué que c'est dans des manuels. Vous avez le temps de l'expliquer. Laissez aussi de réagir. Vous avez le temps de dire. Ça ne peut pas être un monologue. Ça ne peut pas être un monologue. Ça ne peut pas être un monologue. Laissez d'autres personnes réagir. Après vous allez revenir. Expliquez, vas-y. Voilà.
Donc, je suis très ravi que vous ayez et que Kémy d'abord vous ait poussé parce que apparemment vous auriez arrêté. Elle vous ait poussé à lire l'article jusqu'à la fin. Moi, je veux que vous relisiez pour nous le dernier paragraphe de votre propre article, s'il vous plaît. Ou la dernière phrase, si vous voulez. La dernière phrase, le dernier paragraphe ou la dernière phrase? La partie là où il parle de l'origine. Là aussi, si on peut la situer en Afrique ou pas. Est-ce que vous pouvez nous relire ça, s'il vous plaît? La conclusion de l'auteur, hein? Oui. Ok. Donc, restons donc prudents, car si quelques auteurs grecs mentionnent ce rituel, les preuves matérielles sont inexistantes et les sources écrites bien trop minces. Il semble toutefois que le berceau de cette pratique est peut-être à chercher ailleurs qu'en Afrique noire. Les anthropologues ont un beau sujet de recherche en perspective. Ça, c'est la conclusion de l'auteur. Merci. Et moi, je commente simplement donc cette conclusion. L'auteur lui-même dit, et Kémy d'abord l'a déjà dit à maintes reprises ici, il y a bien les preuves archéologiques sur le fait de la circoncision. Et je vous ai lu ici... Il y a des preuves, mais fini. Oui, donc si vous avez les preuves, vous allez nous les montrer. On sera ravis de les voir. Moi, en tout cas, pour le peu que moi j'ai pu avoir comme information, je n'ai trouvé aucune trace nulle part de la circoncision, de l'excision. Premier point. Autre point, la dame, l'égyptologue française, précise bien que l'Égypte antique est certainement la civilisation dans laquelle on trouve l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu que vous avez aussi dit? Oui. Et donc, moi je pose la question suivante. Une femme qui est l'égale de l'homme, on dit qu'elle est l'égale de l'homme, mais son homme, pour l'avoir, il l'excise. Et le jour justement de leur mariage, il prend un couteau pour la découper. Alors que cette femme-là est considérée à ses yeux comme son égale. Moi, je me pose souvent la question, mais c'est de qui qu'on veut se moquer quand on veut analyser l'histoire selon les faits qui nous intéressent, nous, on a la chance justement que, pour bon nombre de faits de notre passé, les anciens, justement, ont codifié tout. Et c'est très bien de bien mentionner tout à l'heure qu'on ne sait pas qui de l'autre a apporté des pratiques. Parce que, justement, ce qui se passe dans l'Égypte antique n'est pas qu'une réalité égyptienne. Les Égyptiens eux-mêmes se reconnaissent comme étant des descendants des Nubiens. Qui sont les Nubiens? Donc, on voit très bien que la culture et la tradition de l'époque antique n'est pas une culture qui est uniquement limitée à l'Égypte, précisément. Et si on peut donc étendre ce qui se passe en Égypte à d'autres lieux, on peut, à partir des éléments concrets d'histoire qui ont été laissés par les Égyptiens, voir ce qui se pratiquait chez ces peuples-là, notamment la place que la femme africaine avait dans la société, dont parle cet auteur-là. Moi, j'ai la chance que, sur certains aspects, j'ai essayé de faire un tout petit peu de recherche. Et donc, voilà. Maintenant que tu as dit tout ça, je pense que tu vas pas lire en plus de tout. Non, je ne vais pas lire. Moi, je n'ai fait que pas la lecture. Et je n'ai pas eu le temps de commenter quelque chose. Voilà. Ce n'est pas de la lecture que je vais faire. On n'a pas besoin toujours de lire. On peut aussi. Voilà, si je peux commenter ce que j'ai lu. Si on peut me passer un peu en quelques instants, pardon. Ouh là là. C'est difficile, hein, vos échanges, les gars. Donc, moi, si c'est possible de me passer en grand, juste un tout petit peu. Tu peux peut-être attendre et revenir là-dessus après, non? C'est pas possible? Comme ça, moi, je m'exprime aussi. Moi aussi, je vais devoir partir. Alors, voilà l'Égypte antique. Dans les musées occidentaux, hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Ici, on est dans le musée égyptien qui s'appelle Edizio Museo à Turin, en Italie. C'est bien là. Et c'est bien marqué Edizio Museo. Donc, c'est le musée égyptien. Dans l'Académie des sciences, d'abord, il faut bien aussi le remarquer. Et c'est à Turin, en Italie, pour ceux qui ont envie peut-être de le visiter un jour. Et on a donc des preuves, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de preuves. Mais il y a des preuves de l'égalité de la femme africaine avec son homme. Rien que leur posture montre cette égalité. Moi, je veux bien qu'on m'explique au nom de quoi un homme qui s'assoit au même niveau que sa femme, qu'il tient sa femme exactement comme sa femme le tient, va la considérer comme un être qu'il va aller mutiler. C'est totalement absurde de venir prendre des notions qui sont des notions externes à notre continent et de vouloir imputer cela à notre continent parce que des preuves n'existent pas. Exactement comme dans les statues, les peintures et autres, on va trouver des traces de la circoncision, on va trouver des écrits sur la circoncision. Je veux donc qu'on nous montre ce type de traces-là pour ce qui concerne l'excision. Parce que sur l'égalité homme-femme,
sur toutes les statues qu'on va voir, l'homme est au même niveau que sa femme. Ils ont la même posture. S'il met la main, elle met la main. Elle n'est donc privée d'aucun droit qu'il a. Elle n'est même pas assise à un niveau inférieur à lui. Elle n'est pas dans la posture de derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce que toutes ces statues représentent des nobles de la cour, de la cour égyptienne antique. C'est des nobles. C'est des pharaons, c'est des grands vizirs et autres. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont représentés exactement au même diapason que leurs femmes, sans aucune différence de posture ni de position, ni de rang? Et après, on vient nous dire qu'elle était inférieure et on pouvait l'exciser, alors qu'on sait très bien pourquoi la circoncision est faite. On sait aussi pourquoi l'excision est faite. Donc, venez nous expliquer, c'est des mâles qui sont en mal, justement, de capacité de contenir une femme, de la cadrer, de la canaliser, qui ont commencé ces pratiques-là. Ne venez pas nous aboutir avec n'importe quoi. Et malheureusement, on a beau tout chercher, on va toujours retourner à la réalité que vous ne pourrez pas nous montrer, et ça a été bien prouvé ici, des réalités en Côte d'Ivoire, des réalités au Cameroun, où l'excision est pratiquée sans qu'à côté on ne voit un fait religieux qui vient se superposer à ce que vous venez de donner comme réalité. C'est simple. Venez nous montrer le contraire. Montrez les preuves archéologiques du contraire. Sortez-les. Okay. On attend. Tu as fini? Oui. Ok. Maintenant, ce que je suis en train de te dire, et ce que j'ai lu, je ne sais pas si tu as entendu, Cheikh Anta Diop ne te dit pas juste que l'excision viendrait d'Égypte et ce serait ensuite étendu à l'Afrique noire. Il te dit que des momies égyptiennes, écoute bien, parce que ça c'est les preuves archéologiques, des momies égyptiennes se seraient retrouvées excisées selon un rite particulier qui conduit à l'usage du terme excision pharaonique, désignant l'infibulation. Et même dans cette... On vous dit qu'en Égypte antique, la femme devait rester vierge jusqu'au mariage, et que si elle n'était pas vierge au moment du mariage, sa peine c'était la mort. Tout ça, ça ne vous choque pas. Maintenant, on dit qu'il n'y a pas de preuve de cela aussi dans l'article. C'est vrai ou c'est faux? Je ne t'ai pas interrompu. Non, en fait. Mais ce que vous dites là, dans votre propre livre, on dit qu'il n'y a pas de preuve de cela. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, je ne t'ai pas interrompu. Mais pourquoi vous ne dites pas qu'il n'y a pas de preuve de cela? Que l'article dit qu'il n'y a pas de preuve? De quoi? Du fait que la femme était tuée si elle n'était pas vierge. C'est écrit. Relisez la partie sur la virginité. Relisez. Ok, maintenant. Non, relisez. Ne dites pas maintenant. Relisez. Relisez votre propre article, monsieur. Relisez. Mais j'ai pas dit le contraire. On s'écoute pas. C'est ce que vous étiez en train de dire tantôt. Vous étiez en train de dire que c'était systématique. Alors que l'article même dit qu'il n'y a pas de preuve de cela. Oh là là. D'accord. Pourquoi l'article le précise alors s'il n'y a pas de preuve? Maintenant qu'il n'y a pas de preuve, d'accord. L'article dit qu'il n'y a pas de preuve véritable, il n'y a pas de problème. Donc donnez-nous les preuves. Nous, on ne veut parler que de ce qu'on peut prouver. Oui, voilà. Ça, moi, je vous ai parlé de l'égalité homme-femme. J'ai essayé de vous montrer les preuves qu'il y en a de cela. Donnez-nous les preuves de ce que vous avez. Ok, laissez-moi finir. Ça, c'est par rapport à la peine de mort. Ok. Par rapport aux momies, ok, on est d'accord que si Cheikh Anta Diop, quand même, hein, c'est quand même Cheikh Anta Diop. Et c'est bizarre que Cheikh Anta Diop, on croit ses écrits quand ça va Cheikh Anta Diop a parlé de ces momies. Je veux être d'accord avec vous. Monsieur, laissez-moi finir. Cheikh Anta Diop l'a dit et se trouve ces momies. Tu peux pas me laisser parler. Elles sont encore consultables. Oui, mais tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Non. Donnez-nous la voix où Cheikh Anta Diop le dit. Je t'ai interrompu, moi. Et nous irons vérifier. Je t'ai interrompu. Je t'ai interrompu, moi. Laisse-le finir. Est-ce que je t'ai interrompu? Vas-y maintenant, vas-y. Cheikh Anta Diop nous dit qu'il y a des momies excisées et qu'on parlait d'excision pharaonique. Donc je ne pense pas que Cheikh Anta Diop va mentir. Maintenant, il ne faut pas que lorsqu'on évoque Cheikh Anta Diop et que c'est des choses qui vont dans notre sens, on soit d'accord, et que lorsque c'est des choses qui ne vont pas dans notre sens, on dise comme tous les autres sont contre lui, ben c'est les autres qui ont raison parce que ça ne va pas dans notre sens. Pour moi, déjà, ça, ce n'est pas le bon, c'est pas la bonne réflexion. Ça veut dire qu'on choisit ce qu'on prend de Cheikh Anta Diop et ce qu'on ne prend pas de Cheikh Anta Diop. Et quand il vous dit des momies, on parle de momies. Et on vous parle d'excision et de circoncision. Et sur le même principe de l'égalité, parce que toi, apparemment, pour l'égalité, pour toi, le fait d'exciser, ça veut dire que ça devient un être inférieur. Je ne sais pas où est-ce que c'est dit. Mais s'il y a la circoncision, tu peux l'interpréter exactement de la même manière. Donc justement, comme l'homme est légal à la femme, dans cette conception-là, ce qu'on enlève de l'homme, on enlève la même chose de la femme. Parce que pour ton information, le clitoris est constitué et vu
comme aussi un appareil génital. Donc, dans leur conception des choses, oui, effectivement, apparemment, et je ne suis pas convaincu à 1000%, mais maintenant peut-être que Cheikh Anta Diop se trompe comme elle le dit elle-même, ça se pratiquait aussi sur les femmes. Maintenant que les auteurs blancs là et les autres anthropologues ne soient pas tous d'accord, et il y en a même qui tempèrent, qui disent que ça existait, il y en a un autre qui dit que ça n'existait pas, la conclusion c'est faites vos recherches vous-même, ça veut dire que dans un sens ou que dans un autre, moi même si je préfère croire Cheikh Anta Diop que ces gens-là, on n'a pas de conclusion définitive. Pourtant toi tu es en train de faire des conclusions définitives en disant c'est les religions, c'est les religions, c'est les religions. Donc si je comprends ton raisonnement, Cheikh Anta Diop se trompe. On est d'accord, c'est ça. Cheikh Anta Diop s'est trompé là. C'est bon le relativisme? Oui, je lui demande, est-ce que Cheikh Anta Diop s'est trompé là en fait? Ouais, oui, moi je respecte les femmes africaines. Je vais donc laisser Kevin d'abord parler et puis je vais te répondre ensuite. Voilà. Ok. Donc, depuis tout à l'heure, relativiste, on t'a bien dit que, en fait. Non, ma question est simple. Laisse-moi finir. Je t'ai écouté, laisse-moi finir. D'accord? Donc tu réponds pas à la question? Ok, continue alors. Depuis le début, on te dit en fait que l'Égypte, c'est parce que c'est le mot Égypte qui prête à confusion. Donc, mais toi, comme tu es un averti, tu sais qu'on parle de Kama et de Taméri. Kama et Taméri, c'est le territoire qu'on appelle aujourd'hui Égypte qui était contrôlé par les pharaons négro-africains. Et on te dit que ce territoire-là, sur ce territoire-là, il n'y a aucune trace de momies de haute société des femmes, il n'y a aucune trace d'excision sur ces momies-là. Il n'y a aucune trace dans les papyrus médicaux de l'époque de Taméri ou de l'époque de Kama, où on fait mention de l'excision. En revanche, on fait mention de la circoncision. Il n'y a aucune trace sur les murs des pyramides ou dans les sarcophages de l'époque de Taméri ou de Kama de mention d'excision. En revanche, il a commencé à avoir la mention de l'excision dans des papyrus médicaux quand les Grecs ont conquis l'Égypte. Et quand les Grecs ont conquis l'Égypte, c'est encore l'Antiquité. On parle encore d'Antiquité. Et quand dans ce texte-là, on cite Cheikh Anta Diop, et qu'on dit que Cheikh Anta Diop dit qu'on a retrouvé des momies excisées, on ne parle pas des momies, on ne date pas ces momies-là. On ne précise pas de quelle antiquité il s'agit. Or, on voit que les seuls qui sont cités, ce sont les Grecs. Et on te précise aussi dans le texte qu'il n'y a aucune trace matérielle, en tout cas. Il n'y a aucune trace matérielle de momies retrouvées qui sont excisées. La majorité donc des égyptologues, il n'y a pas que les égyptologues occidentaux, il y a aussi des noirs, d'accord? Tu peux te référer par exemple au livre de l'excision, une pratique euro-asiatique. Hein? C'est des frères noirs qui ont écrit ça, d'accord? Bwemba Bong aussi. D'accord? Omotunde aussi en parle, d'accord? Le fait que tu parles de Cheikh Anta Diop, oui, Cheikh Anta Diop, c'est un pharaon en fait de l'émancipation noire, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit à la virgule près est vérifié, d'accord? Parce que si tout le monde le contredit à parler des pharaons, des momies qui ont été retrouvées, il n'a pas précisé la date. D'accord? Il n'a pas précisé la date. Donc, quand tu retrouveras la partie où Cheikh Anta Diop parle de la date, exactement, si c'est de la date, si c'était pendant la période pharaonique de Taméri ou pendant la période pharaonique des Ptolémées, c'est-à-dire des Grecs, là, on pourra reparler. Il n'a pas précisé. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ton propre article même, ils te disent bien que non seulement on n'a retrouvé aucune trace matérielle, mais en plus, on commence à se poser des questions que, en fait, cette pratique vient de l'extérieur de l'Afrique. Donc, tu auras beau parler de Cheikh Anta Diop, tant que tu n'as pas les dates, tant que Cheikh Anta Diop n'a pas cité les dates, et tant que 99% des égyptologues contredisent Cheikh Anta Diop par rapport à ça, ben, on ne pourra pas valider ce que Cheikh Anta Diop a dit. Voilà, c'est tout.
Ok, maintenant, comment tu expliques le fait Merci. que Non, la question m'était adressée. Hérodote- Je vais répondre. Je réponds et puis je te laisse Oui, prendre la parole. oui, je lui pose une deuxième question juste avant toi. Comme tu respectes beaucoup les femmes, laisse-la répondre aussi à ça. Comment ça se fait que Hérodote, justement, il dit que ces pratiques existaient avant son arrivée? Mais Hérodote, c'est quel siècle? Hérodote a bien précisé qu'il ne sait pas si ça vient des Égyptiens ou si ça vient des Éthiopiens. Il dit ça. Mais- C'est de ça qu'il dit. Oui, mais ça veut dire que ça existait avant son arrivée. Mais On est pas du d'accord. tout. Mais Tu vas pas constater quelque chose qui n'existe pas. Ok. Hérodote a amené quelle preuve matérielle pour dire que ça existait avant l'arrivée avant les Grecs. Donc, Il y a tout quelle suit dans mon preuve petit corps. matérielle? Est-ce que Hérodote a cité une preuve matérielle pour dire que, en fait, la pratique là existait avant l'arrivée des Grecs? Bah non, dans ce cas, il faut qu'on mette tout Hérodote à la... Bah donc, laissons Hérodote et mettons Hérodote à la poubelle. Alors, ne citons pas On ne Hérodote met alors. pas Hérodote C'est à la rien. poubelle. On dit qu'il a dit qu'il ne sait pas qui a ramené entre les Égyptiens et les Éthiopiens. Oui, mais ça veut dire que c'était déjà là-bas. Ben non, et C'est logique. de Non, plus, attends, Kémy, d'abord, on parle français. Le relativisme, aujourd'hui, on est beaucoup plus armés. Aujourd'hui, au Oui, 21e mais on siècle. parle français. Non. Tu ne vas pas dire que je constate que quelque chose, je ne sais pas qui l'a amené le premier. Mais Ça veut dire que ça existe. Aujourd'hui, quand Hérodote disait dans ses livres que les Égyptiens étaient noirs, on a pu le confirmer avec les armes scientifiques qu'on a aujourd'hui. On l'a confirmé. Mais quand Hérodote, qui ne dit même pas que en fait ça existait avant, c'est toi qui vas à cette conclusion-là. Quand Hérodote le dit, avec nos armes scientifiques qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas le confirmer. Il n'y a rien qui est confirmable de ce que Hérodote dit parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Maintenant, Kémy, d'abord, je te dis, je ne sais pas qui l'a amené. Voilà. Tu fatigues, relativiste. Tu fatigues, relativiste. Tu n'as pas de preuves. Elle t'a répondu. Est-ce que je peux aussi prendre la parole? Et je vais simplement te prier parce que ce qui est intéressant justement quand on veut parler de la connaissance, c'est que ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui est suspendu en l'air ou dans l'imaginaire de quelqu'un. Tu nous mentionnes Hérodote qui précise que l'excision est pratiquée en Afrique. Moi, j'ai un seul truc que je te demande depuis. J'ai tous les livres d'Hérodote. Donne-nous la page, on va lire là où il mentionne l'excision qui est pratiquée en Afrique. Il ne suffit pas d'aller lire simplement un article selon toi et qui ne donne aucune source, aucune précision sur l'endroit où on a tiré les informations pour nous dire que c'est ça. Le livre est là, moi je l'ai lu, je n'ai pas trouvé ce que tu dis. Donc donne-moi la page, je vais lire. Pour tout le monde, on va s'instruire ensemble. Donc, et je te rappelle, permets-moi justement de faire cette précision-là. Parce que quand un livre est scientifique, il donne les sources. Là, c'est Stolen Legacy, un héritage volé. Pour parler justement de l'héritage volé à l'Égypte antique, en termes de philosophie, de savoir, de médecine et tout ce que vous voulez. Mais lui, George Gilbert James, quand il écrit, voilà les sources, voilà bien le livre, Stolen Legacy. Il a trouvé des informations dans quoi? Dans Mythology of Egypt by Max Muller. La page, il la donne 241 à 245. De Mediterranean World de Sanford, il cite les pages qu'il a utilisées. Page 508, page 552, 558, 568. Voilà un travail scientifique. On cite les sources et on peut indiquer à quelqu'un là où dans les sources en question, la personne peut aller trouver les informations qu'on donne. Il ne s'agit pas simplement de faire des affirmations gratuites. Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop est là. Histoire d'Hérodote en entier est là. Donne-nous pour Cheikh Anta Diop, là où il dit que l'excision est pratiquée partout. Donne-nous pour Hérodote, là où il parle de l'excision. On va lire pour tout le monde. C'est très simple. 262, s'il te plaît, de Nation Nègre et Culture. J'ai pas compris. Est-ce que tu pourrais lire la page 272 de Nation Nègre et Culture, s'il te plaît? D'accord, merci. Ça, au moins, ça devient intéressant. Alors, après, il faut voir la version. Sinon, j'ai une version de poche. Voilà la page 272. Donc, mais elle commence par « Elles ont... » Non, j'ai pas l'impression que c'est le début. Hein. Il y a sûrement une idée qui est développée avant. Je lis la page 272 uniquement, c'est ça? En fait, tu peux reculer, Ben, si tu veux, mais en gros, ça parle de l'origine du dieu André.
excuse-moi, c'est androgyne. Androgyne. C'est ça. Ok, je vais juste te lire la phrase à partir de... Évidemment, il y a un contexte sûrement, je vais juste te lire la partie. D'accord. C'est pour cela que Amon, le dieu nègre par excellence du Soudan anglo-égyptien, c'est-à-dire de la Nubie et de tout le reste de l'Afrique noire, dieu égyptien par excellence, apparaîtra dans la mythologie soudanaise comme androgyne. La croyance à l'androgynie ontologique engendrera dans le monde nègre la circoncision et l'excision. On pourrait continuer et expliquer tous les traits fondamentaux de l'âme et de la civilisation nègre à partir de ces conditions matérielles de la vallée du Nil. Très bien. Mais tu peux reculer plus longtemps pour avoir un peu plus de contexte de quoi il parlait, parce que... Merci de bien faire la précision. Et ce qui est intéressant ici de noter, j'ai bien retrouvé la partie que tu as lue dans la page 272. C'est pour cela que Amon, le dieu nègre justement par excellence du Soudan anglo-égyptien, c'est-à-dire la Nubie, et de tout le reste de l'Afrique noire, dieu égyptien par excellence, apparaîtra dans la mythologie soudanaise comme androgyne. La croyance à l'androgynie ontologique engendrera la circoncision et l'excision. Cependant ici, il ne donne pas les sources. Il ne dit pas les peuples qui le pratiquent, ni pourquoi. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je veux bien, surtout que Cheikh Anta Diop, naturellement, on sait très bien que c'est plus ou moins contemporain de notre époque. Il faut restituer les époques. Parce que naturellement, à partir du moment où on ne restitue pas les époques, ça devient très compliqué. Moi, je suis originaire des peuples qui sont connus en Afrique comme les peuples Bamileke, par exemple. L'excision n'existe pas chez nous. Donc, il y a pas mal d'autres peuples du Cameroun où l'excision n'existe pas du tout. L'excision existe, par contre, chez les peuples du Nord Cameroun, qui peuvent être Peul, Haoussa, et ce que vous voulez, mais avec la commune mesure qu'ils ont en commun, que c'est simplement tous des peuples qui sont dans la religion musulmane. Donc, si on ne restitue pas le contexte, comme c'est le cas ici, où on dit simplement que qui va générer la pratique de l'excision et de la circoncision, c'est très facile d'y arriver comme conclusion, parce qu'effectivement, l'excision est encore pratiquée au Cameroun aujourd'hui. Donc, on pourrait partir de là et dire que les peuples camerounais pratiquent l'excision aujourd'hui, mais il faut rentrer dans le détail pour expliquer que ce ne sont pas tous les peuples camerounais du Cameroun qui pratiquent l'excision. Il y en a qui pratiquent l'excision, il y en a qui ne le pratiquent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont en commun tous les peuples qui pratiquent l'excision au Cameroun? C'est la religion. Et c'est ce qui a été dit depuis le début ici. Parce que malheureusement, dès qu'on sort du cadre religieux, on n'arrive pas à trouver un peuple qui pratique l'excision. Je peux te poser une question? Oui. Ok, si on va de ton postulat qui consiste à dire que, notamment c'est surtout l'islam qui fait ces choses-là et qui en met ces pratiques, oui. Et qu'on va même du postulat de Kémit d'abord en disant que ça a apparu en Égypte même à partir des Grecs, je veux bien. Les Grecs, leur religion, c'est la chrétienté ou c'est l'islam? Les Grecs ont fait comment? J'ai pas compris. Leur religion à eux, oui. C'est le christianisme ou c'est l'islam? Bien sûr que c'est le christianisme pour eux. Mais comment tu expliques alors que, oui. Même si j'admets la question que tu poses tout à l'heure en disant, supposons qu'ils ont amené même les bases religieuses de la chrétienté avant la chrétienté, d'accord. Et que c'est ce qui a fait qu'on a introduit l'excision, ça veut dire que c'est les chrétiens qui devraient le pratiquer et pas les musulmans, non? Non, absolument pas. Et j'ai une autre question à te poser. J'ai répondu déjà absolument pas à ta question. Maintenant, j'ai une autre question à te poser. Non, mais ta réponse n'est pas suffisante. Absolument pas. Je vais justement développer. Ma question a pour vocation justement de t'amener à la réponse que je veux que tu comprennes. Ma question que j'ai envie de te poser est la suivante. La pratique de l'esclavage, c'est-à-dire la vente d'un être humain entre des peuples, a commencé entre les peuples arabes et les peuples africains, ou ça a commencé entre les peuples justement arabes et les peuples européens, dont les Grecs et tous les autres peuples, la vente des êtres humains, ainsi que les échanges justement de pratiques culturelles. Ça commence par l'arrivée justement des Arabes sur le continent africain, ou ça commence justement par un mixage et un brassage ou des échanges commerciaux et culturels entre l'Europe et les pays arabes. Tu sais répondre à cette question ou pas? Ça a commencé depuis l'Égypte. Donc avant l'Égypte, il n'y a pas de trace où les Européens font l'esclavage entre eux et ils font l'esclavage entre eux et les Arabes.
Il n'y a pas de preuve de ça, c'est bien ce que tu dis. Bon, moi, je n'ai... Peut-être qu'il y en a, hein, mais moi, j'en ai pas connaissance. Non, ne dis pas petit, voilà. C'est mieux de dire je n'en ai pas connaissance. Moi, j'en ai pas... Ne dis pas que peut-être qu'il y en a. Attendez, les gars, Je n'ai pas connaissance avant l'Égypte tu es en antique. train de dire... Attends, non. Tu es en train de dire que l'esclavage a commencé en Égypte? Je dis que par rapport aux périodes qui fixent, il y avait déjà l'esclavage. Je crois qu'il a reçu un appel. Il a probablement reçu un appel ou quelque chose du genre. Non, quelqu'un a fermé mon micro. Je sais pas c'est qui. Attendez, je vais vous afficher quelque chose, vous allez me dire. Et en même temps, pendant que tu veux afficher ça, si tu nous sors aussi la source pour Hérodote, là où il parle justement de l'origine de la circoncision, ce sera intéressant. Là, on va essayer d'aller analyser pour comprendre tous ensemble. Parce que ce qui est bien avec l'histoire, c'est que, surtout pour des faits qui sont suffisamment proches et documentés, on peut vérifier. Exactement comme pour Cheikh Anta Diop, quand on dit les momies, on a trouvé des momies qui ont été excisées. Mais si Cheikh Anta Diop a vu des momies dans les années 1970-1960, il est encore possible pour nous de voir ces mêmes momies aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai demandé les sources dans le livre de Cheikh Anta Diop pour qu'on aille vérifier, puisque tout cela est encore vérifiable aujourd'hui. Ok. Donc tu disais quoi le relativiste? Tu disais que dans la période, qu'est-ce que tu disais exactement? Parce que tu as dit ça vient d'Égypte. Là, j'ai pas compris là. Non, j'ai dit ça existait en Égypte. Oui, l'esclavage. L'esclavage. Ah ouais. Attends, je vais te mettre des éléments. Bien avant les religions, quoi. Bien avant l'histoire de religion et tout ça, là. Esclavage. Il n'y avait pas d'esclavage, c'était des captifs de guerre. Arrêtez. On va pas. Il n'y avait pas d'esclavage. Après, on peut jouer sur les termes, mais je sais pas ce que tu. Attends. C'était des captifs de guerre. Non, c'est pas la même chose, monsieur. Attends, on va lire Obanga. Non. On va lire Obanga. On va lire Obanga. Ce sera plus pertinent. Attendez. Une minute. Bon, pendant que tu retrouves l'argument, j'ai vu quelqu'un mettre en commentaire les Grecs étaient chrétiens et il dit ouais, TikTok est doux. Mais c'est simplement qu'on ne peut pas avoir le temps toujours de tout expliquer. On ne va pas rentrer de manière détaillée dans chaque notion, sinon on se perd totalement du sujet. Mais naturellement que la civilisation gréco-romaine est celle qui donne naissance finalement à la chrétienté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va essayer de travestir ou d'inventer? Quand ils arrivent naturellement en Égypte à l'époque, ils ne sont pas chrétiens, mais ils pratiquent naturellement un certain nombre de cultes religieux. Et ensuite, la chrétienté vient s'appuyer justement sur cette civilisation, sur cette même civilisation gréco-romaine, en reprenant même un certain nombre d'aspects culturels, notamment des fêtes des fêtes d'offrande qui se transforment finalement en Noël, un certain nombre d'éléments de ces civilisations gréco-romaines là qui sont maintenus dans la chrétienté. Donc on peut dire de manière tout à fait logique que oui, c'est le berceau gréco-romain qui donne naissance finalement au christianisme, en tout cas en Europe. Même si le christianisme ne naît pas en Europe, mais c'est cela qui donne naissance au christianisme en Europe. C'est la codification de ce qu'ils avaient déjà comme pratique. Est-ce que les Grecs qui arrivent en Afrique sont chrétiens? Non. Mais est-ce qu'on peut les accoler à l'islam? Absolument pas. Par contre, est-ce qu'il y a un rapprochement entre leurs pratiques à eux et les pratiques de la chrétienté plus tard? C'est un continuum, c'est une continuité, c'est un prolongement que tout le monde connaît, qui est évident. Pourquoi est-ce que tout doit être expliqué en détail? Bon, en tout cas, du passage de Cheikh Anta Diop qui a été que African Giant a cité tout à l'heure, bon, ça ne change rien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, parce que Cheikh Anta Diop fait sa propre conclusion à lui, hein, parce que ce n'est pas la cosmogonie, hein, il fait sa propre conclusion à lui du fait que l'androgénéité justement des divinités égyptiennes, c'est ça qui a emmené en fait à la pratique de la circoncision et de l'excision, mais nulle part il n'est dit dans aucune cosmogonie que l'excision et la circoncision est due à l'androgénéité des divinités égyptiennes ou d'Afrique ancestrale. C'est lui-même qui fait sa propre analyse. Et de toute façon, encore une fois, hein, moi je dis, Cheikh Anta Diop,
tout ce qu'il dit à la virgule près n'est pas correct si ce n'est pas vérifié dans les dates et si ce n'est pas vérifié dans la matérialité. Hein, puisque, encore une fois, la majorité des égyptologues, dont les égyptologues africains noirs eux-mêmes, dont des kémites eux-mêmes, contredisent Cheikh Anta Diop et disent qu'il n'y a aucune preuve matérielle, parce que Cheikh Anta Diop aura beau dire qu'on a trouvé des momies, mais c'est des momies de quelle date, de quelle période, hein, c'est des momies de quelle date et de quelle période dont on parle. S'il parle des momies qu'on a retrouvées après la période Ptolémée, là, oui, c'est crédible, mais s'il parle de momies qui ont été retrouvées avant la période Ptolémée, voire même la période perse, donc, pendant le Nouvel Empire, là, c'est pas crédible, parce qu'il n'y a aucune preuve, matérielle, c'est tout. Voilà, donc vous allez pouvoir lire autant de... Vous arrivez à lire autant de textes de Cheikh Anta Diop que vous voulez, mais tant que matériellement il n'y a pas de preuves, ni sur les murs de pyramides, les sarcophages, les textes, enfin les papyrus médicaux, voilà, ou bien sur les momies elles-mêmes. Voilà, il faut le confirmer avec les dates et avec du matériel. Voilà. Tu arrives à voir le dernier paragraphe? Je peux te le lire. Hein. C'est Théophile Obenga. Hein. L'Égypte recevait de l'extérieur étoffes et cosmétiques de Syrie, vases de Crète, jolis esclaves de Syrie et de Babylone, argent de Chypre et du Hatti, pays des Hattites. Je vais vous lire aussi, je vais vous mettre un autre passage, où c'est un peu plus... Attends, relis ce passage-là, s'il te plaît. Relis ce passage-là, s'il te plaît. L'Égypte recevait de l'extérieur étoffes et cosmétiques de Syrie, vases de Crète, jolis esclaves de Syrie et de Babylone. C'est quelle date? Argent de Chypre. C'est sous Toutmosis. Attends, je vais te lire les autres éléments. Sous Toutmosis, bah évidemment, c'est ça que je voulais te reprendre tout à l'heure. C'est ça que je voulais reprendre tout à l'heure. Laisse-moi finir, j'ai pas fini. Donc c'est sous Toutmosis. Toutmosis a fait. Ça c'est avant l'arrivée, c'est bien avant l'arrivée des religions, ça par contre. Hein. Mais attends, j'arrive juste. Ça c'est bien avant l'arrivée des religions. Oui, mais on parle de la pratique de l'esclavage dans toute l'Afrique, pas simplement l'Égypte. Hein. Mais l'Égypte ne pratiquait pas l'esclavage, voilà. Ok. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est les religions qui ont ramené ça. Voilà. Oui, maintenant, je parle, maintenant, c'est le deuxième passage aussi. On te dit, dans l'histoire de la 18e dynastie, Toutmosis III fit entrer 3 concubines syriennes dans son harem, escortées par 30 femmes esclaves. C'était des butins de guerre? Non, mais c'était des butins de guerre. Si vous considérez les femmes comme des c'était des butins de guerre. D'accord, parce que regarde, relativiste. Attends, mais j'ai pas fini. Tu pourras trouver le même genre d'histoire sur les pharaons d'avant Toutmosis, parce que Toutmosis est le seul pharaon. Lui et son père sont les 2 seuls pharaons conquérants. D'accord, c'était des butins de guerre. Bien avant les religions. C'était des butins de guerre dus aux ripostes qu'ils faisaient sur les peuples sémites et qui étaient en train d'annexer. Donc là, pareil. Non, c'est pas la même chose, parce que tous les autres pharaons sur Assétou avaient des esclaves. Non, d'avant Toutmosis, il n'y avait pas de pratique de l'esclavage, d'accord? Il n'y avait pas de pratique de l'esclavage. Tu confonds des captifs de guerre de peuples qui ont... Non, tu confonds, oui, Toutmosis avec des captifs de guerre. Mais c'était pas de l'esclavage. Il appelle ça de l'esclavage. Mais en fait, déjà, moi je pense que... Je finis. Est-ce que tu peux me prendre... Attends, il faut que ça... Je te laisse souvent parler. Tu ne vas pas avoir d'exemple des pharaons avant Toutmosis qui pratiquent ça, à part les captifs de guerre, d'accord? À part les captifs de guerre. Donc Toutmosis, dans un cadre de conquête, et c'était des ripostes, c'était pas des conquêtes où ils se lèvent, c'était des... On te dit qu'il les a ramenés chez contre les peuples, donc les Hittites, tous les peuples qui étaient sur la péninsule arabique, là, qui étaient en train d'annexer l'Empire. D'accord? D'ailleurs, Assétou n'a pas bougé. D'accord? À part Toutmosis, vous ne pouvez pas citer d'autres pharaons de l'époque de Taméri, d'autres pharaons de l'époque de Taméri qui pratiquaient l'esclavage. Et moi, je vais vous lire. Hein? L'esclavage... Attends, laisse-moi finir de lire parce que c'est toujours toi qui lis. L'esclavage dans la mémoire égyptienne. L'image d'une Égypte employant une multitude d'esclaves pour la construction de leurs monuments est née des antiquités
est né dès l'Antiquité et subsiste encore de nos jours, notamment à travers les péplums des années 1960. Avant la naissance de l'égyptologie au XVIIIe siècle, l'Égypte antique n'était connue qu'à travers les récits des auteurs grecs. Hérodote, Diodore. Selon eux, une société ayant produit de telles œuvres monumentales ne pouvait s'imaginer sans esclavage. Une pratique répandue dans l'Antiquité et via les rédacteurs hébreux de la Bible, qui, selon Damiano Appia, avaient besoin de créer un arrière-plan historique capable de renforcer l'identité culturelle de leur peuple. La description exagérée de l'esclavage faite par le texte biblique n'est pas un témoignage historique, mais une construction littéraire mettant en avant l'idée de libération. C'est une construction. C'était des captifs de guerre, il n'y avait pas d'esclavage. Donc la pratique de l'esclavage, encore une fois, tout comme avec l'excision, c'est venu avec les Grecs et avec les Perses. Les peuples qui ont envahi, d'accord? Il y a eu même entre-temps les Berbères, il y a eu trois, Chichon Ier et Chichon II, il y a eu trois pharaons berbères qui ont pris le pouvoir donc en Égypte, après les Perses. Donc ce sont des mœurs qu'ils ont importées donc en Égypte. Mais quand l'Égypte était contrôlée par les Noirs, ce que vous appelez aujourd'hui esclaves, parce que le mot esclave est une simplification, c'est un mot que vous utilisez maintenant. Mais à l'époque, ce n'étaient pas des esclaves, c'était des captifs de guerre. D'accord? Des captifs de guerre. Oui. Qui étaient... Voilà. C'était pas des esclaves. Quelqu'un. Donc si je comprends bien. Si tu me permets, est-ce que attends, tu me permets tu vas parler juste. Je finis juste avec une tu vas parler 5 minutes. Vous avez parlé avant moi, je peux aussi prendre la parole ou pas? Oui, mais on n'a pas fini. Moi, j'ai juste posé une question. Ça doit tourner quand même aussi. Moi, j'ai juste posé une question, c'est toi qui parlais. Moi, j'ai juste posé une question, je finis sur ça. Est-ce que, si je comprends bien ton raisonnement, ça veut dire des femmes captives de guerre qu'il va amener dans son harem, donc à des fins sexuelles? Pour toi, c'est pas de l'esclavage? Parce que, en fait, ça dépend de la définition qu'on donne de l'esclavage. Attends. On parle d'une... Ça, c'est pas de l'esclavage. Non, attends. On parle contre leur gré, hein. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi pas. Tu me poses une question, laisse-moi répondre. C'est forcément contre leur gré vu qu'on est en contexte de guerre. Hein? Ok. Donc, on parle d'une pratique de mœurs, d'une tradition, d'une population. On ne parle pas d'une pratique qui a été faite par un pharaon.